Moi, je me suis intéressé surtout à la propagande, à la vente de la guerre dans les démocraties. Dans une démocratie, si tu veux faire la guerre, il faut qu'elle soit démocratique. Si tu veux qu'elle soit démocratique, ça veut dire qu'il faut que l'opinion soit convaincue. Aujourd'hui, tu as un complexe militaro-intellectuel qui va être composé d'intellectuels, de journalistes, d'humanitaires, d'historiens, de géographes, qui disent il faut envoyer du militaire, mais ils ne proposent plus d'y aller eux-mêmes. Si tu veux. Ça n'est ni Malraux ni Régis Debray. C'est quand même assez fascinant de penser que le centre de la décision et l'interpellation du politique ne se fait plus au Parlement, elle se fait dorénavant sur les plateaux télé. On continue à considérer que nous sommes porteurs de la bonne parole, puisque nous sommes les seules démocraties. On était colonisateurs, mais ce n'est pas grave, on était les démocraties. Donc cette fonction de donneur de leçons est une spécificité occidentale. Un choc traumatique dans une société va déclencher ce besoin de vengeance. On ne va pas s'interroger sur le pourquoi de la chose. On va s'interroger sur la nécessité de répliquer. Le biais par lequel le politique va récupérer cette colère populaire, c'est là que joue, si tu veux, le complexe militaro-intellectuel, les néoconservateurs, les néo-évangéliques américains, par exemple. Tu as créé des dynamiques instables par nature, parce qu'encore une fois, ça s'est fait sur une table de négociation internationale, où il y avait un mec qui avait une grande règle et un autre un crayon rouge, et puis on s'est dit, c'est pour le bien des populations. Aujourd'hui, on n'est toujours pas sorti de cette guerre globale contre le terrorisme. Et encore une fois, on va soutenir des terroristes si on pense que leur crise est juste, et puis on va condamner les autres si on pense qu'elle n'est pas juste. Je ne connais pas de bombe qui fasse la différence entre un civil, un enfant et un combattant. Alors si toi tu la poses au sol, tu es un terroriste, et si tu la poses dans un avion, tu n'es pas un terroriste. Tu vois, ça fait un peu caricatural, quoi. Pierre Conessa, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, tu es haut fonctionnaire, énarque, historien et tu es également spécialiste des questions stratégiques internationales et également militaires. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages, en particulier La fabrication de l'ennemi ou encore Vendre la guerre. Alors, l'actualité internationale est riche en tragédies depuis quelques années, notamment avec la guerre en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien et tout ce qui se passe à Gaza. Est-ce que tu penses que tous ces conflits marquent un point de rupture? D'abord, il faut, si on veut garder une espèce de vision géopolitique globale, si on regarde un ouvrage qui a maintenant disparu, mais qui était essentiel, qui était un espèce d'état du monde, on s'aperçoit qu'il y a 400 crises à peu près à la surface de la planète. Bon. Donc, il est bien évident qu'on ne peut pas s'occuper des 400, surtout qu'elles sont d'ampleur, de nature, etc., différentes, mais chacune est montrée une situation de violence. Bon. Donc, nous, évidemment, on est particulièrement focalisé par ce qui va se passer dans une géopolitique proche, c'est-à-dire, effectivement, soit l'Ukraine à cause de la continuité territoriale, soit Gaza, mais à cause de notre histoire, du rôle qu'a joué la France dans la constitution de l'État d'Israël, etc. Donc, rupture, non. Oui et non. Comme tous les conflits, de toute façon, il y a quelque chose qui ne peut pas laisser après la situation dans le même état que ce qu'elle était auparavant. Et donc, oui, il y a une rupture, mais est-ce que cette rupture est pour autant significative? Je ne peux pas le dire. On verra comment va se résoudre, si vous voulez, cette question, notamment à Gaza. Pour ce qui paraît de l'Ukraine, ce qui me frappe, c'est, pour les deux d'ailleurs, ce qui me frappe, si tu veux, c'est l'urgence de l'information au jour le jour par rapport à une vision d'ensemble un peu distanciée. C'est-à-dire que chaque jour, on va dire, regardez, aujourd'hui, il y a eu bombardement d'un centre de ravitaillement, 20 morts, ou on va dire, les rues sont bombardées, etc. Mais fondamentalement, ça ne donne pas le sens de l'histoire, sauf effectivement à trouver qu'il y a un moment une bataille décisive. Mais ce ne sont pas les caractéristiques de ces guerres. Mais est-ce que tu penses que, je dirais, l'époque d'un Occident qui est vraiment impérialiste, hégémonique, est révolue? Bah, si tu veux, je suis en train de travailler aujourd'hui sur un autre essai que j'ai appelé Victimisation et repentance. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Parce que début du XXe, l'Occident est triomphant. Révolution industrielle, colonisation de la quasi-totalité de la planète, les démocraties, etc. Or, on va quand même réussir à déclencher la Première Guerre mondiale, 20 millions de morts, puis quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale, 50 millions de morts. Le tout avec un arrière-fond où les intellectuels commencent à critiquer ce système-là, qui se veut triomphant et qui se veut donneur de leçons à la France entière, à la terre entière, puisque c'est quand même un système colonialiste et on sait que les intellectuels vont justement beaucoup s'engager dans la décolonisation. Bon. Mais ils sont totalement aveugles sur ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire, ce qui est intéressant chez nos intellectuels du XXe siècle, c'est que
ils vont être séduits par les utopies. Utopies laïques, hein. Il y en a qui vont devenir fascistes, nazis, d'autres qui vont devenir communistes, staliniens, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on a l'impression que ces gens-là sont convaincus que la puissance de leur esprit importe plus que la réalité des faits. Donc, je livre ça à la réflexion, mais quand on pense au profil d'un homme comme Sartre, qui a réussi à se tromper sur le communisme, le stalinisme, le maoïsme, les Khmers rouges, ça fait une belle performance quand même. Or, c'était considéré comme un grand penseur de l'époque. Oui, mais depuis la chute du communisme, on se pensait dans un monde unipolaire avec cette hyperpuissance américaine. Et là, on voit qu'elle semble de plus en plus dépassée. On voit qu'il n'arrive même pas à fournir assez d'armes dans le conflit ukrainien, et voire même d'ailleurs qui refuse d'en envoyer en ce moment avec des blocages politiques. Mais est-ce que pour toi, c'est la fin de ce qu'on appelait l'Empire américain? Ben, je crois que d'abord, on a un peu rapidement tiré les leçons de la disparition de l'URSS. C'est-à-dire un peu rapidement au sens où on disait il faut engranger les dividendes de la paix. Or, engranger les dividendes de la paix, ça voulait dire il faut remanier le monde, il faut réduire la taille des armées, c'est fini la course aux armements, etc. etc. Bon. Or, on va très vite rentrer non seulement dans la crise en Yougoslavie, mais en plus, il y a un phénomène politique et militaire qui est extrêmement intéressant sur lequel on n'a pas tout de suite réagi. La première guerre post-guerre froide, c'est la guerre du Koweït. La guerre du Koweït, il faut aller défendre cette démocratie exemplaire qu'est le Koweït, si tu veux, contre cet ancien moderniste devenu nouvel hitlérien qui était Saddam Hussein. Bon. Coalition internationale, les Russes s'abstiennent, on est sorti de la guerre froide. Coalition de 35 États pour donc aller libérer le Koweït. Cette guerre a deux caractéristiques. D'abord, c'est une guerre avec préavis, c'est-à-dire les troupes s'installent en Arabie Saoudite et disent vous avez 6 mois pour quitter le Koweït. Donc on sait à quel moment le match va commencer. Toutes les chaînes de la planète viennent s'installer en Arabie Saoudite. Et donc, effectivement, alors le problème, c'est qu'on commence à ce moment-là à connaître les chaînes d'infos en continu. C'était la CNN et la 5 à l'époque pour nous. Mais comme il ne se passait rien, il fallait produire de l'information. C'est-à-dire qu'à un moment où, si tu veux, la chaîne elle-même va trouver des sujets plus ou moins futiles, mais qui à chaque fois sont exprimés comme quelque chose qui maintient l'attention. Donc il y avait la femme qui s'était égarée dans le désert, il y avait le chef de la police religieuse qui s'était fait casser la figure par une femme soldat. Enfin bref, il y avait des sujets comme ça. Donc ça, c'était la première chose. Et moi, je me souviens, je rentrais chez moi à midi pour voir s'il y avait du nouveau. Il n'y avait jamais de nouveau puisqu'on savait à quelle date allait commencer le match. Quand le match commence, à la date, au jour J, à l'heure H, la guerre ne dure que 120 heures. Alors, la guerre de 120 heures contre ce qui était présenté comme la 4e armée du monde. Alors, je ne sais pas qui fait la classification, mais je n'ai jamais su qui était la 3e. En tout cas, celle-là, c'était la 4e. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'à chaque fois, si tu veux, on va te dessiner un scénario. Alors évidemment, on va affronter la 4e armée du monde, donc c'est du sérieux, quoi. C'est du Hollywood grand écran. Or, cette armée, en 120 heures, elle est battue. Alors 120 heures, c'est un double tromperie, parce que tout le monde s'attendait à une guerre qui allait consommer du matériel, si tu veux, pas du tout. Et puis évidemment, toutes les chaînes de la planète qui sont là, au bout de 120 heures, c'est fini, il faut tout remballer. Bon. Mais on s'est habitué à ce que la guerre devienne un spectacle en live. Alors, les Occidentaux sont doublement convaincus d'engranger les dividendes de la paix, puisque l'ennemi principal, l'URSS, a disparu, il a même collaboré. Et donc, on a tout à coup des armées qui vont nous permettre de faire la police de la planète. Donc, on va s'auto-mandater nous-mêmes, Occidentaux, comme gendarmes des crises, en disant, dès que nos militaires vont apparaître, tout le monde va se calmer. C'est comme ça qu'on mandate des casques bleus à Sarajevo, en disant, vous allez voir, à Sarajevo, on va mettre des casques bleus français et anglais, et tout le monde va se calmer. Pas du tout, les Serbes n'avaient pas du tout l'intention de se calmer sur Sarajevo, et donc on a perdu des types qui ont été tués par des snipers, et il a fallu aller jusqu'au scénario final, c'est-à-dire le bombardement de Belgrade, parce qu'encore une fois, on s'était trompé sur cette illusion de la puissance militaire. Alors, moi, je me suis amusé l'autre fois dans une émission à dire, mais la meilleure armée du monde, c'est l'armée afghane. Ils ont gonflé les Britanniques à l'époque de l'Empire, ils ont gonflé les Russes à l'époque de l'URSS, et ils viennent de gonfler les Américains 20 ans, 2 fois plus de temps que pour les Russes. Donc, si vous prenez le résultat, une armée est faite pour un type de conflit. Elle n'est pas faite pour aller faire n'importe quoi, n'importe où. Et donc, si tu veux, toute cette illusion stratégique qui fait on a ci, on a ça, on a les programmes, etc., encore une fois, c'est une espèce de face-à-face, la défense. Et donc, je te dis, plus personne n'a envie d'embêter les Afghans.
puisque tu parles de ces analyses, vous inquiétez pas, on a eu un exemple assez flagrant en 2022, heu, puisque, on nous expliquait que, le conflit en Ukraine, ça allait être vite réglé puisque la Russie allait, abdiquer assez rapidement, sous le poids de la réplique, du soutien militaire, des sanctions qu'on allait faire. Or, non seulement on est toujours enlisé, dans ce conflit, et là, on a vu récemment que Macron a lancé l'idée, d'envoyer des troupes. Comment est-ce que tu analyses l'aspect communication autour de ce qui s'est passé? Ben, si tu veux, quand commence un conflit, évidemment, toute la communication devient un enjeu extrêmement important. Je n'utilise pas le terme de propagande parce que c'est disqualifier ce que l'autre est en train de dire, hein. Toi, tu dis la vérité, l'autre fait de la propagande. Bon. Donc, évidemment, il y a deux vérités qui vont éclater en même temps. La première, c'est que l'URSS a explosé. Il y a 15 États nouveaux qui sont nés. Et ces 15 États, comment les traite-t-on? Est-ce qu'on les traite comme entités indépendantes? On l'a fait pour les 3 États baltes. On leur a tout de suite reconnu non seulement leur identité qui avait été gommée après le pacte germano-soviétique, mais en plus, on les a vite intégrés dans l'OTAN, etc. Bon. Mais tu as tout un magma, si tu veux, qui sont les pays d'Asie centrale, dans lesquels il y avait des entités, exactement comme l'Ukraine, que le camarade Staline avait soigneusement dessiné de façon à qu'aucune ne soit homogène, pour se garder toujours le droit d'intervention de Moscou. Bon. L'Ukraine correspond aussi à cette définition, c'est-à-dire l'Ukraine est une entité qui est d'autant plus rattachée à l'entité russe qu'elle était le berceau de l'entité russe. Hein. C'était la Russe de Kiev, qui ensuite va s'étendre à l'Est et puis qui va passer finalement capitale à Saint-Pétersbourg puis à Moscou. Donc que les Russes aient vis-à-vis de l'Ukraine un regard qui soit le regard de Chimène, c'est-à-dire ils sont comme nous. C'est comme si nous on disait oui mais la Belgique c'est pareil, ça a été séparé de la France après les guerres napoléoniennes. Alors tu vois, si on sortait cet argument-là en disant non attends la Belgique maintenant il y en a assez, quoi, c'est un pays qu'il faut découper. Tu vois combien l'argument historique peut avoir des significations très différentes si on ne le relativise pas par rapport à d'autres situations. Et même situation pour Gaza, si tu veux, où tu te retrouves avec des gens qui disent mais cette terre nous a été donnée par Dieu il y a 2000 ans. Bon. Il y a un type qui disait, d'ailleurs une phrase que je trouvais très bien, il disait les hommes ont inventé les dieux, mais l'inverse, on n'est pas sûr. Et on est dans cette situation où, si tu veux, chacun va se trouver un argument historico, philosophico, religieux pour expliquer que le rapport à cette entité territoriale est tout à fait différent et que toi, qui es externe, tu ne peux pas le comprendre. Donc, on est dans cette situation où, effectivement, un État éclate de la fédération. Les découpages territoriaux laissent sur la côte, toute la partie Est, une grande partie de russophones. Une des premières, alors évidemment, l'apparatchik qui succède disparaît rapidement, et quand il y a la révolution de Maïdan, une des premières décisions va être de dire l'ukrainien devient la langue officielle. Bon. Comme tu sais, il y avait quelques millions de Russes sur le front Est et qui vont commencer à bouger, et il va donc y avoir une espèce de guerre larvée qui fait que quand les Russes interviennent, il y avait déjà 14 000 morts à la frontière. Donc tu te dis, mais si on avait un pays dans lequel, supposons qu'en Belgique, il y a eu 14 000 Français qui seraient morts, bien évidemment, on serait intervenu. Donc l'argumentaire, il faut l'accepter en fonction de sa relativité. C'est vrai qu'il aurait fallu, dès les accords de Kiev qu'on a pilotés avec les Allemands, trouver une solution. Mais fondamentalement, je ne sais pas lequel des deux n'a pas voulu la solution fédérale. Tu vois pourquoi je pose la question? Ça veut dire que pour cet État nouvellement indépendant qui voulait s'affirmer comme différent, l'idée d'être déjà accepté un espèce de fédéralisme qui donnait une identité spécifique aux Russes, c'était difficile à digérer. Et l'autre, évidemment, le camarade Poutine, lui, il faut le résumer en 2 mots. Il succède à un ivrogne. Rappelle-toi, Yeltsin était un personnage qui, évidemment, avait sauvé contre le coup d'État militaire ce qui était devenu la Nouvelle-Russie, mais le type était vraiment un ivrogne. Il arrivait à des conférences internationales, il était à peine debout, etc. Bref. Et donc, ce sentiment d'humiliation de la Russie, qui était pas seulement ses dirigeants, mais aussi toute la difficulté économique, il y a un moment où en Russie, 40% de l'économie des échanges était démonétisée. Ça veut dire que le rouble était tellement dévalorisé, il fallait que tu ailles avec un panier de provisions pour l'échanger contre d'autres choses. Bon. Cette humiliation, c'est celle qu'avait connue l'Allemagne dans les années 30. Donc, si tu veux, on n'a pas compris que tout à coup, voir apparaître un personnage, Poutine, qui évidemment va faire partir Yeltsin, va se présenter comme l'homme saint. Il rigole pas beaucoup, hein. Moi je ne l'ai jamais vu rire, Poutine. Mais enfin, en tout cas, ça apparaît comme l'homme fort d'un pays qui est à la quête, si tu veux, de son ancienne puissance. Bon. Évidemment, pour lui, l'ancienne puissance, ça veut dire qu'il va non seulement réduire ses opposants, il va remettre de l'ordre dans les rangs, enfin tout ce que tu connais, et puis il va déclencher cette offensive sur Kiev. Donc tu vois pourquoi je fais cette... Et dernier épisode aussi, la question de la Crimée.
Donc, si tu veux, la question de la Crimée est intéressante parce qu'encore une fois, on était dans un État fédéral. Les limites étaient des limites administratives. Et donc, la Crimée, qui était depuis historiquement la zone balnéaire des tsars, hein, ils allaient prendre les bains de mer là-bas, c'était une partie russe. Il va y avoir cette espèce de mouvement d'attribution administrative. La Crimée va être ukrainienne, puis ensuite elle va être donnée aux Russes. Enfin bon. Et donc on est dans cette situation où aujourd'hui tu as à la fois l'idée qu'il y avait un découpage administratif qui donnait la Crimée à l'Ukraine, et tu as une réalité sociologique qui est fait que l'Ukraine est peuplée principalement de russophones. Donc tu vois comment, en fait, dans un débat où il n'y avait pas un jeu de dispute, mais on voit bien que la susceptibilité nationaliste est exacerbée dès qu'on est dans une situation de crise. Et évidemment, avec l'invasion russe, elle est encore plus forte. Et donc, on est sur cette situation où aujourd'hui, les offensives russes essayent de priver totalement l'Ukraine de son accès à la mer, et en particulier en sécurisant la Crimée, donc dans toute cette partie littorale sud. Donc, tu vois comment, dans ces situations-là, c'est l'irrationalité de la puissance qui l'emporte. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Est-ce que tu penses que dans la façon dont le pouvoir politique en France a pu apprécier ce qui s'est passé dans ce conflit, est-ce qu'il y a pu y avoir ce dont tu parles parfois, c'est-à-dire la difficulté qu'ont certaines informations, certaines données qui sont recueillies sur le terrain, dans des ambassades, eh bien, sont remontées au ministère ou dans les services que tu connais de renseignement. Et eh bien, parfois, il n'y a pas forcément un très bon accueil à ces informations. Tu donnes différents exemples historiques. Tu peux nous expliquer ce qui se passe dans ces cas-là? Et est-ce que c'est arrivé pour toi dans ce conflit-là? Si tu veux, pendant l'époque de la guerre froide, il y avait un ennemi structuré. Donc toute la pensée stratégique était tournée autour de ça. Cet ennemi était un ennemi à puissance planétaire, donc on ne pouvait négliger aucune crise, puisqu'il y avait toujours le risque que cette crise soit instrumentalisée, même la décolonisation soit instrumentalisée par Moscou. Donc il fallait avoir une espèce de source d'information centrée sur cet ennemi principal, avec ses actions, etc. etc. Bon. Et donc le politique était très intéressé par ce que produisaient ces services sur ces crises-là. Mais il y avait une matrice stratégique. Quand l'URSS disparaît, encore une fois, dans ce champ où tu as 400 crises, comment vas-tu faire la différence entre les uns et les uns ou les autres? Bon, donc on est dans une situation où, si tu veux, les services de renseignement vont essayer de recueillir du renseignement, mais ils ne savent pas quelle crise va avoir le plus d'importance à Paris. Parce que justement, à Paris, tu as ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, des gens qui vont arriver en disant « mais je rentre de tel pays, il y a des massacres, je sais qui sont les gentils et qui sont les méchants », et argumentaire suprême, on ne peut pas ne pas. Puisqu'on s'est validé après la guerre du Koweït, nous sommes les gendarmes de la planète, donc on ne peut pas ne pas. La double négation servant d'argumentaire. Hein. Bon. On est dans cette situation où, très étonnante, tu vas avoir des crises extrêmement graves, dans lesquelles il n'y a malheureusement pas de DHL disponible, et puis tu en as d'autres qui sont moins graves, mais dans lesquelles on va tout à coup s'investir. Je te prends un exemple, c'est la crise du Congo. La crise du Congo, c'est entre 15 et 20 millions de morts depuis le début de la crise. Personne n'a envie d'envoyer des troupes au Congo. Tu vois cette espèce de monstruosité qui est le Congo, l'ex-Congo belge. Et évidemment, ce massacre, il y a une vingtaine de milices qui se battent au Congo. Tu ne peux pas expliquer ça dans les médias contemporains. Donc, tu vois les limites de ce qui va être la médiatisation du complexe militaro-intellectuel. Sur l'aspect médiatisation, mais aussi sur l'aspect renseignement, je dirais, interne. Tu rappelles par exemple que notre ambassadeur en Syrie avait assez bien vu les choses, mais qu'on ne l'a pas écouté. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi on a ce dysfonctionnement qui arrive régulièrement dans les structures de pouvoir? Nous, on a fait une expérience à l'époque où j'étais à la délégation des affaires stratégiques qui justement a été ramenée dans l'actualité à cause de l'émission sur le Rwanda hier. Je l'ai fait très bref, si tu veux, mais pour nous, le Rwanda, sur lequel on avait attiré l'attention avec mes collaborateurs, quand il y a eu ce génocide à la machette, etc., enfin effroyable, hein, en 4 semaines, 800 000 morts, c'est le tout à la main, hein, ce n'était pas les industriels allemands. Après la crise, avec mes collaborateurs, on a essayé de se poser une question qui était qu'est-ce que les autorités politiques avaient les moyens de savoir?
Et donc, on a repris tous les télégrammes diplomatiques un an avant la crise, on a repris pendant la crise et après la crise, on a repris toutes les notes de renseignement de la DGSE un an avant la crise, pendant la crise, etc. Et puis les notes de la direction du renseignement militaire, pareil, même échelle temporelle. Alors, ce qui est très intéressant, bon, la DRM, la direction du renseignement militaire, elle s'occupait de la crise dans l'Est, donc ce n'était pas son sujet. Mais par contre, les télégrammes diplomatiques étaient totalement lénifiants. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à trouver un télégramme diplomatique disant « mais dans la rue, il y a des affiches qui plaident pour qu'on extermine les cafards étant les Tutsis. » Or, c'était visible dans la rue. Or, tu te dis, pourquoi cette espèce de prudence, cette espèce de langage diplomatique? Parce qu'il y a la chaîne France-Afrique. Parce que cette chaîne France-Afrique, rattachée directement à l'Élysée à l'époque, prétendait, elle, faire la politique africaine. Donc l'ambassadeur qui est sur place, il se dit, si je me fâche avec eux, donc ils écrivaient, ils ont été plusieurs, des télégrammes sans aucun intérêt stratégique. Une note de la DGSE disait, mais il se passe quelque chose, on a du mal à comprendre ce qui se passe, mais il y a quelque chose. Tu fais passer ça dans une hiérarchie, tu reçois cette note, tu te dis, est-ce que je la porte à l'étage au-dessus ou est-ce que j'attends confirmation? Prudence classique. Or, il est le seul à le dire. Tu vois? Et ça, c'est de la sociologie des organisations, si tu veux, dans laquelle il est très difficile d'attribuer les responsabilités. Parce que ce type, localement, il a dit effectivement quelque chose, il ne pouvait pas dire la gravité de ce qui allait se passer. Et donc, le système administratif, à proprement parler, si tu veux, a complètement failli sur ce sujet-là. Et il aurait donc dû, à la fin, être une espèce de bilan critique, comme ce qu'on a essayé de faire à notre niveau. Mais pour mettre la cerise sur le gâteau, donc on a fait une réunion avec les acteurs du ministère de la Défense, et notre patron a interdit qu'on sorte le rapport. Quand on voit les exactions qui ont été commises par Israël et le silence médiatique, enfin en tout cas cette façon de sans arrêt minimiser, voire de ne plus parler de ce sujet au bout de quelques semaines, on se demande comment un tel deux poids deux mesures est possible. Comment est-ce que tu expliques cette disproportion des traitements? Tu sais, on est tous ancrés dans une histoire longue. Bon, pour nous, évidemment, l'histoire longue, c'est l'horreur d'abord de l'antisémitisme qui a traversé toute la civilisation occidentale. Rappelle-toi qu'il y a une époque où les Juifs étaient plus à l'aise, si tu veux, dans le Maghreb arabe qu'ils ne l'étaient en Occident, etc. Bon. Cet antisémitisme va trouver son point d'orgue avec la Shoah. Bon. La Shoah va être une espèce de construction intellectuelle qui est la base du complotisme. Parce que rappelle-toi que Hitler, les Juifs étaient responsables de tout, tu vois. Il y avait même ces affiches où tu voyais un Juif américain, un Juif soviétique qui se serraient la main, tu vois, sûrement. Donc, cet argumentaire antisémite qui va trouver son paroxysme avec l'extermination va évidemment créer une espèce de crise de conscience importante dans le monde occidental. Cette crise de conscience, elle va se traduire, en tout cas, elle va se concrétiser par le fait qu'on va prendre en compte, si tu veux, ce que Herzl réclamait depuis un certain temps, c'est-à-dire la création d'un espèce de foyer national juif, qu'on va évidemment localiser historiquement là où devait se trouver l'État d'Israël. Alors, ce qui est intéressant, si tu veux, dans l'argumentaire, encore une fois, c'est notre culpabilité qu'on va mettre sur le dos qu'on va régler sur le dos des populations locales. Et on va développer à ce moment-là tout un argumentaire qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, mais en tout cas, il est intéressant. C'est-à-dire, cette terre est à nous parce qu'il y a 2000 ans, elle nous a été donnée par Dieu. Bon, si tu refais la carte du monde il y a 2000 ans, si tu veux, tu risques d'avoir un certain nombre de problèmes. Mais, deuxième argument qu'on trouve beaucoup, c'est qu'il n'y avait personne. Oui, mais attends, ici, je croyais que ça avait été conquis sur les Philistins. Philistins, ça rappelle quelque chose comme non, tu vois. Donc, tu vois cet argumentaire où on remet complètement les compteurs à zéro. On dit, bon. Ensuite, tu connais la suite de l'histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir un soutien à la constitution de l'État d'Israël. Il va y avoir une trahison des États arabes, il ne faut pas l'oublier non plus. Normalement, c'était la Jordanie qui devait être l'État palestinien, mais comme la Jordanie, si tu veux, les mecs qui ont décidé la création de l'État d'Israël, ils ne se sont pas rendus compte que la dynastie était bédouine, même si la majorité était palestinienne. Et cette dynastie était bédouine, mais en plus, elle était rattachée à la famille du prophète. C'est-à-dire que quand les Saouds conquièrent la Mecque, le shérif de la Mecque qui se barre, il va aller en Jordanie, et c'est l'ancêtre, si tu veux, de la dynastie jordanienne. Donc, ils ont une légitimité bédouine et une légitimité religieuse. Et bien, c'est eux qui vont commettre le plus gros massacre de Palestiniens, Septembre Noir. Hein. Ce n'est pas les Israéliens, c'est eux. Bon. Ensuite, il y a évidemment tous les autres qui vont dire non, la cause palestinienne est sacrée, etc. Tu sais que le Canada a accueilli autant de Gazaouis que l'Arabie Saoudite? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire les mecs qui disent non, on ne veut pas accueillir des Gazaouis parce que tu comprends, c'est contribuer à résoudre la question. Donc, si tu veux, dans le genre, les pauvres Gazaouis sont vraiment le punching ball de tout le monde. Enfin, les Gazaouis, les Palestiniens, évidemment. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à rappeler. Mais quand tu le dis aux Saoudiens, d'abord, ils n'entendent rien, donc ce n'est pas un problème, tu peux le répéter. Tu vois ce que je veux dire? Si tu ne fais pas ce balayage de l'ensemble des postures des uns et des autres et l'argumentaire plus ou moins fallacieux qu'ils utilisent pour ne pas contribuer à la résolution d'une crise, tu ne fais pas le tour.
Ce qui est intéressant, c'est que tu rappelles aussi que cette morale à géométrie variable, elle est aussi ancienne. Par exemple, avec le procès de Tokyo. Ah bah oui. Oui, alors il y a deux choses qui m'ont frappé récemment. Si tu veux. D'abord, le procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, tu sais, on va remettre tous les dignitaires nazis et on va les condamner au motif de crimes de guerre, extermination, etc. Bon. Pendant le procès de Nuremberg, il y a les émeutes de Sétif en Algérie, 3000 morts, et le bombardement du port d'Haïphong, 6000 morts, fait par un compagnon de la Libération, l'amiral d'Argentlieu, qui était un des proches de De Gaulle. Bon. Et en fait, c'est-à-dire qu'on va pratiquer dans les guerres de décolonisation ce qu'on a reproché aux Allemands. Torture, etc. Mais il n'y aura jamais de procès pour cela. Tu vois, bon. Et de la même façon, tu te retrouves dans des situations où la qualité de l'argumentaire que tu vas accepter de l'autre, qui fait normalement la base même du consensus pour construire la paix, est toujours extrêmement difficile parce que tu as l'argumentaire des victimes qui disent mais on ne peut pas laisser faire, ils ont fait ci, ils ont fait ça. La guerre d'Algérie, par exemple, commence en 1954 avec les massacres de Colo et de Constantine. Il y a à peu près les mêmes scènes, viols, assassinats, etc. Bon. Évidemment, la réaction française, c'est de dire ce sont des terroristes, on ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Et tu connais la suite, on va faire la guerre, on va envoyer le contingent, etc. Et pour finalement, en 1962, accepter la négociation, les traités d'Évian, etc. C'est-à-dire qu'on a fait la guerre parce qu'à aucun moment on a voulu considérer, parce que l'excès de violence développé par l'autre lui interdisait qu'on puisse avoir un échange avec lui. Tu vois, donc c'est très caractéristique des guerres, quoi. Tu as parlé de Nuremberg, mais tu n'as pas parlé du procès de Ah oui, Tokyo, qui n'est pas très connu, et c'est quelque chose vrai. qui est Alors, assez le procès intéressant. de Tokyo, il est d'autant plus intéressant que, au-delà des membres permanents du Conseil de sécurité, donc des 5 vainqueurs de la guerre, on associe un juge indien, un juge philippin, et puis je me souviens un peu un autre troisième. Bon. Donc c'est pour faire un procès de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale au Japon, en fait. Pour faire le même scénario qu'à Nuremberg, c'est-à-dire mettre en accusation les militaristes japonais, puisque le principe même, c'est que le Japon ayant perdu la guerre, c'était donc lui qui avait déclenché la guerre, etc. Bon. Alors, pour les Occidentaux, enfin pour les membres permanents, il n'y avait pas de doute. C'est Pearl Harbor qui décide de la guerre. Bon. En fait, tu sais que la guerre a commencé avant, puisque les Japonais ont commencé à envahir la Chine, que quand ils ont envahi la Chine, il y a eu des sanctions internationales. Or, un argumentaire pour attaquer la Chine, c'était justement de se procurer des ressources stratégiques que l'embargo international imposé en particulier par les Américains vont les priver. Donc, il y a une espèce de dynamique, si tu veux, de la conquête japonaise qui considère que c'est l'embargo qui a poussé à la guerre. Puis ensuite va amener justement à l'attaque de Pearl Harbor, c'est-à-dire on va attaquer le sanctionneur principal. Alors, ce qui est intéressant, c'est le rôle joué par le juge indien. Le juge indien, qui s'appelle Narendra Pal, va développer un argumentaire sur le terrain juridique, en disant, mais attendez, vous êtes en train de reprocher aux Japonais des choses qui n'étaient pas inscrites dans la loi avant, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire un procès rétroactif, ce qui est contraire à tous les principes de droit. Vous lui reprochez crimes de guerre qui n'existaient pas avant, vous reprochez des massacres, des persécutions, tout thème qui n'existait pas dans le droit de la guerre auparavant. Donc, première chose, en termes de droit, la décision va être difficile à tenir. Deuxième argumentaire, il dit par exemple, ce que je viens de te dire, c'est-à-dire vous avez poussé les Japonais à monter en grade dans la violence puisque vous lui avez imposé des sanctions. Bref. Troisième argument qui était aussi très intéressant, il dit, mais quand les Japonais envahissent l'Indochine française, à l'époque, Vichy était l'allié des Allemands, donc ce n'est pas une guerre d'agression. Bon. Donc, il va complètement faire gripper, si tu veux, ce procès. Alors, deux conséquences. La première, c'est que MacArthur se dit, oulala, ça ne sent pas bon, donc il faut sauver la tête de l'empereur. Or, l'empereur était quand même, théoriquement, le principal responsable. Donc, lui, il va rester, Hirohito, il va rester jusqu'à sa mort. Le deuxième développement, c'est que paradoxalement, l'argumentaire de Pal va être retourné par les révisionnistes japonais. C'est-à-dire que, comme tu sais, dans le droit anglo-saxon, tu as le droit d'exprimer une opinion divergente sur un jugement. Et donc, les révisionnistes japonais disent, voyez, ils disaient bien que ce n'était pas de notre faute. Et donc, une partie, si tu veux, du procès autocritique que les Allemands se sont fait n'a jamais eu son équivalent au Japon. D'autant que très vite, on va rentrer dans la guerre de Corée, etc. Donc, tu vois comment, finalement, une population intègre, si tu veux, un phénomène historique important avec des conclusions parfois complètement surprenantes par rapport à ce qu'on pourrait penser. Mais de toute façon, la difficulté, c'était aussi que l'Occident est en train de reprocher finalement au Japon d'avoir envahi plein de pays, alors que lui-même était colonisateur et avait envahi tous les pays d'Asie. Donc c'est sûr que ça ne pouvait pas très bien finir. Et donc, alors, pour en revenir à ta question, oui, tu as raison d'insister sur le fait qu'on est dans un basculement. On est dans un basculement parce que
Si tu veux, cette dynamique qui commençait avec la guerre du Koweït, qui évidemment s'est amplifiée après le 11 septembre, c'est-à-dire après le 11 septembre, où il y a eu une espèce d'accélération de l'interventionnisme militaire et qui s'est terminée par le fait que partout, la solution militaire n'a abouti à rien. L'Afghanistan, les Américains y sont restés 20 ans alors que les Russes s'étaient cassés les dents en 10 ans. L'invasion de l'Irak, ça a été une catastrophe absolue. Et alors, ce qui est intéressant dans l'invasion de l'Irak, c'est que tu sais que ces États de la région, comme ceux d'Afrique, ont une caractéristique, c'est que ce sont des pays qui ont des frontières rectilignes. Pour une raison très simple, c'est que ce sont des frontières qui ont été tracées dans des conférences internationales des Occidentaux, avec une grande règle et un crayon rouge, en disant, bon, ça c'est à toi, ça c'est à moi. Bon. Donc l'Irak était un territoire à vocation britannique. Britanniques, quand même, un peu avant, ils avaient détaché le Koweït, hein, tu sais, qui était quand même une province de l'Empire ottoman, en se disant, ça c'est une région pétrolière, on va déjà la découper. Et quand ils vont constituer l'Irak après 1947, enfin après le partage du traité de Nuremberg, ils vont donc reconstituer ce pays en triangle avec des lignes droites, etc. Ils ne vont pas rattacher le Koweït, hein, quand même, il ne faut pas déconner, un État pétrolier, ça se met de côté. Mais la caractéristique de ce pays, c'est qu'encore une fois, les découpages n'ont jamais tenu aucun compte des structures sociales de ce pays. La structure sociale de ce pays, c'est une minorité sunnite que va diriger Saddam Hussein d'une main de fer, une majorité chiite qui n'auront pas le droit de l'ouvrir, et puis des Kurdes, qui sont une partie importante aussi, à qui on avait promis en 1918 un État, mais qui rapidement ont été éliminés du jeu. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que quand les Américains, après la victoire sur l'Irak, vont nommer un abruti qui s'appelle Brenner, qui n'a jamais mis les pieds au Moyen-Orient, mais qui arrive là en disant « on va faire la démocratie, un homme, une voix ». Ah, les chiites ont dit « oui, ça, je fais une bonne idée, ça, un homme, une voix ». Et ils ont donc pris le pouvoir. Et ceux qui étaient les anciens dominants, les sunnites, se sont retrouvés tout à coup dans la position de dominer, avec des mecs qui avaient l'intention de jouer le match retour, mais en se vengeant. Et donc, ça a créé l'insurrection. C'est-à-dire, tu vois, au lieu d'adapter le dispositif politique à la réalité sociologique, on a fait de la théorie. Bon, la suite, tu la connais. Hein. La suite, c'est qu'au final, on a un État qui maintenant est très proche de l'Iran et donc un problème un peu plus grand. Alors, dans tes travaux, tu t'es beaucoup intéressé à la propagande, à la façon de vendre ces guerres qui n'appartiennent pas qu'au passé. Et comme le dit Noam Chomsky, la matraque est aux dictatures, ce que la propagande est aux démocraties. C'est-à-dire qu'il faut arriver à fabriquer le consentement de l'opinion, en particulier à ces conflits. Alors, la propagande gouvernementale est fréquente. La propagande, ce n'est pas forcément des mensonges, c'est la façon de je veux vous convaincre de quelque chose. Donc, quand le gouvernement parle, en général, c'est de la propagande par nature. Mais il y a une propagande particulière qui est celle qui consiste à vendre la guerre. Pourquoi il faut une propagande spécifique pour vendre la guerre? C'est quoi les spécificités de la guerre qui nécessitent ça? Moi, je me suis intéressé surtout à la propagande, à vendre la guerre dans les démocraties. Pourquoi? Parce que dans une dictature, c'est relativement simple. Hein. Le dictateur se lève un matin, il dit on va envahir le Koweït, et il a autour de lui des courtisans qui lui disent oui, c'est très une bonne, excellente idée, etc. Il va développer un petit argumentaire historique. Le Koweït était une ancienne province de l'Empire ottoman, donc ça a légitimement irakien, etc. Bon. Dans une démocratie, si tu veux faire la guerre, il faut qu'elle soit démocratique. Si tu veux qu'elle soit démocratique, ça veut dire qu'il faut que l'opinion soit convaincue. Or, tu ne peux pas la convaincre simplement par le propos politique. Il y a tout un consensus sociologique, surtout depuis que l'URSS a disparu, qui fait qu'il faut expliquer que c'est cette crise-là et que c'est sur celle-là qu'il faut envoyer du moyen militaire et qu'on connaît les gentils, on connaît les méchants. Donc c'est là que tu vois apparaître ce complexe militaro-intellectuel qui va trouver son lieu de rencontre sur les plateaux télé, des chaînes d'infos en continu, on en a quand même 4 aujourd'hui, et dans ces chaînes d'infos en continu, c'est de là qu'on interpelle le pouvoir politique en disant je rentre de tel endroit, on ne peut pas ne pas. Scénario, BHL et la Libye, tu vois. Donc, tu vois bien que le centre de la décision dans laquelle tu avais originellement un processus politico-militaire qui disait, attention, les Russes développent tel type d'armement, etc., etc. Aujourd'hui, tu as un complexe militaro-intellectuel qui va être composé d'intellectuels, de journalistes, d'humanitaires, d'historiens, de géographes, qui disent, il faut envoyer du militaire, mais ils ne proposent plus d'y aller eux-mêmes, si ça n'est ni Malraux ni Régis Debray. Donc, c'est quand même assez fascinant de penser que le centre de la décision et l'interpellation du politique ne se fait plus au Parlement, elle se fait dorénavant sur les plateaux télé. Quels sont les grands principes qu'on retrouve dans la propagande de guerre? Bon, d'abord, il y a la diabolisation de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut effectivement montrer que l'autre est le mal absolu. Rappelle-toi, après la guerre de 70, on perd l'Alsace-Lorraine. Donc toute la population française va être conditionnée par l'idée de la revanche. Bon.
Et donc, tu vas avoir, par exemple, je me souviens des affiches du Petit Journal, qui était le grand journal de diffusion, des tirages très importants. Il y avait des fois des 1 million d'exemplaires. La première page était toujours une espèce de caricature du Boche. Le Boche, c'était l'abruti, si tu veux, obéissant, etc. Et par contre, le français, c'est le petit gamin débrouillard. Donc, tu vois comment tu crées des types sociaux comme ça. Bon. Ensuite, la deuxième chose, évidemment, c'est de trouver la légitimité selon la nature du conflit que tu vas déclencher. C'est-à-dire, si c'est un conflit territorial, tu vas aller chercher des historiens, des géographes, des juristes. Tu ne vas pas aller chercher un intellectuel, ce n'est pas ça qui t'importe. Si c'est une espèce de guerre civile, tu vas t'apercevoir qu'à ce moment-là, les gens qui attisent la guerre sont ceux qui vont porter le parole que d'une seule des communautés. Or, la guerre civile est une guerre qui est extrêmement difficile à contrôler parce que c'est le massacre du voisin. Si tu es serbe et que tu as un croate à côté de toi, tu dis si ce n'est pas moi qui le tue, c'est lui qui va me tuer. Donc, ce sont des guerres qui sont malheureusement très faciles à provoquer, mais très difficiles à arrêter. Donc, il y a des scénarios comme ça, tu vois, qui portent des sociologies de la guerre différentes. Et pourquoi ça fonctionne aussi bien? C'est une excellente question à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse satisfaisante. Parce que, je te dis, en 91, quand disparaît l'URSS, on se dit, c'est la paix. D'ailleurs, on réduit la taille de toutes les armées. Hein, regarde aujourd'hui avec l'Ukraine, on s'aperçoit qu'on n'a plus de réserve. Bon. Donc, on se dit, la paix universelle, on y croyait après 18, on y a cru après 45, on crée l'ONU, etc. Or, tout de suite, si tu veux, si tu prends le cas de la France, tu t'aperçois depuis 45 que la France n'a pas cessé de faire la guerre. Parce qu'il y a eu l'Indochine, la guerre d'Algérie, puis ensuite les interventions coloniales. Donc tu te dis, mais il y a quand même quelque chose dans une démocratie. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours, si tu veux, cette espèce d'entretien du conflit? Alors ça ne s'appelle pas guerre, hein, attention. Ça peut s'appeler opération militaire spéciale quand tu es Poutine, mais tout ce qu'on a fait, nous, l'Algérie, c'était les événements, c'était jamais de la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre suppose que tu interpelles le Parlement. Il faut que tu saisisses le Parlement. Bon. Donc, si tu veux faire une opération militaire, il vaut mieux que ce soit opération de police, de contrôle, d'interposition, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que tu t'aperçois que toutes les démocraties ne peuvent pas, n'arrivent pas, si tu veux, à empêcher ce mécanisme de la guerre. Alors, tu as le cas des anciennes puissances, France, Angleterre, etc. Mais elles peuvent résoudre les problèmes différemment. La Grande-Bretagne a fait sa décolonisation sans finalement grande guerre de décolonisation importante. La France en a fait. La Grande-Bretagne, c'était une colonisation d'administratifs. Tu sais, on avait un poste de fonctionnaire dans les Indes. Et puis, en fait, il y avait beaucoup moins de monde à débarrasser après, quand l'Inde est devenue indépendante. L'Algérie, c'était 1 million de personnes. Donc, évidemment, c'était tout à fait différent. Mais ça n'empêche que tu es en droit de te dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours cet entretien? Pourquoi il y a toujours cet entretien d'une espèce... Est-ce que c'est pour entraîner les troupes ou est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui pensent que, comme dans les films, si tu veux, le bon va triompher à la fin? Parmi les relais de propagande, tu fais la distinction entre les stratèges et les stratèges officieux. C'est quoi la différence? Comment ça fonctionne? Si tu veux, il y a deux pratiques différentes. Il y a des types comme Gérard Chaliand. Gérard Chaliand est un homme de terrain. Il va voir, il rencontre les gens, etc. Il est d'autant plus tranquille pour le faire, c'est qu'il n'est mandaté par personne. Et il écrit ce qu'il pense, effectivement. Et donc, par exemple, pendant les guerres d'Indochine, il est allé plusieurs fois du côté du Viet Minh, du Viet Cong, etc. Et à chaque fois, il étudiait les forces et les faiblesses et il donnait des résultats qui n'étaient pas du tout ce que disaient les services officiels. Quand tu es dans un service officiel, si tu ne promets pas la victoire, je veux dire, tu perds ton poste. Hein, bon. Et puis, il y a ceux qui, effectivement, sans se déranger, qui le font d'ici. Mais ça part d'une espèce de prolongement de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Occident triomphant. À l'époque où c'était les deux grandes démocraties de la planète qui avaient colonisé le monde entier, n'oublie pas que ces colonisations, c'était pour rapporter le bienfait de la civilisation. Donc tu te retrouves avec des situations où on continue à considérer que nous sommes porteurs de la bonne parole, puisque nous sommes les seules démocraties. On était colonisateurs, mais ce n'est pas grave, on était les démocraties. Donc cette fonction de donneur de leçons est une spécificité occidentale. L'originalité du système français, à mon avis, c'est que ceux qui vont donner des leçons, si vous voulez, si tu veux, ne sont plus des praticiens de la chose, puisque comme il n'y a plus d'ennemi principal, le débat se passe ici. Donc, si tu veux, tu vas avoir ce qui est en cours en ce moment, c'est-à-dire ce procès d'intention ou cette espèce de censure qu'on va faire sur des gens qui ont des points de vue sur l'Ukraine qui sont un peu différents. Et tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui s'est déréglé. À l'époque de la guerre froide, on n'a jamais interdit l'humanité. Dieu sait que pourtant, c'est un journal propagandiste. Mais le principe de la liberté d'expression était l'argumentaire principal contre le bloc de l'Est. Aujourd'hui, où il n'y a plus d'ennemi principal, tu vois des gens qui veulent censurer. Donc, il y a quelque chose qui mérite réflexion.
Alors, dans les relais officieux de la propagande de guerre, il y a la culture, la littérature et plus encore le cinéma, qui est un sujet que tu as étudié d'assez près. Je pense en particulier à ton ouvrage Hollywood. Quel rôle le cinéma joue-t-il? Ben, le cinéma, d'abord, a été un élément essentiel de la propagande de guerre, hein, propagande classique, en pleine guerre, si tu veux. Même à l'époque du cinéma muet, il y avait quand même des films de guerre pendant la guerre de 14, etc. Moi, ce qui m'a intéressé, je l'ai fait à propos des États-Unis, parce qu'il se trouvait que ma fille était travaillant là-bas, donc j'allais assez souvent la voir. Mais comme elle travaillait, je m'emmerdais, donc je regardais la télé. Et quand je regardais la télé, je regardais surtout les films historiques, mais ça tient à mon passé d'historien. Et je me rendais compte de l'incroyable médiocrité, si tu veux, des films hollywoodiens sur les époques historiques. Je suis descendu dans la librairie qui était au-dessous et je leur ai dit, je voudrais voir vos manuels d'histoire. Le mec m'a dit, il n'y a pas de manuel d'histoire. Je dit, comment il n'y a pas de manuel d'histoire? Il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale. Tu te rends compte pour un Français découvrir qu'il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis? Et le type me dit, mais oui, parce que chaque État est responsable de ce que ses élèves vont apprendre en matière d'histoire. Quand même, la guerre de sécession racontée en Californie, en Caroline du Nord, ça ne doit pas être pareil. Mais enfin, c'est pas grave. Et donc, je me suis rendu compte que, si tu veux, le discours national identitaire américain a été fait par Hollywood. Nous, on apprenait la vis, on avait nos manuels, il fallait savoir les Gaulois, nos ancêtres. Non, eux, c'est, si tu veux, cette matrice de l'image que Hollywood a constituée. Alors, si tu veux, je me suis amusé à regarder comme ça par sondage. Donc, l'époque du cinéma muet, l'autre, c'est le noir. Alors, le noir, ça peut être l'abruti complet, si tu veux, avec des grosses lèvres dessinées en blanc, etc., qui sourit tout le temps. Ou alors, c'est ce qu'ils appelaient le buck, c'est-à-dire le gros noir mastard, si tu veux, qu'on allait faire battre. Mais c'était des types cinématographiques. Après le noir, tu as eu le rouge. Alors, le rouge, c'était la grande époque du western, quand même 2700 westerns, il y a de quoi faire, avec toujours cette idée que l'Indien était le contre-type du blanc. D'abord parce qu'il était à poil, et la femme indienne, c'était l'époque où il y avait ce qu'on appelait le code ICE. Le code ICE, c'était un code moral imposé à Hollywood qui exigeait que les femmes ne soient pas dénudées, etc. Mais là, c'était une sauvage. Donc, elle allait se prendre son bain et quand elle sortait, elle avait la robe plaquée sur elle. Donc, c'était la scène pornographique, si tu veux, du western. Et donc, tu vas avoir toute une série de films qu'on a tous vus, hein, qui sont le massacre des Indiens, l'Indien attaquant la diligence, l'Indien attaquant le fort, enfin, l'Indien toujours l'agressif, etc. Ce qui est intéressant, c'est le moment où, si tu veux, certains faits particulièrement horribles vont être pris en compte par le cinéma. Il y a une scène en particulier, enfin, il y a un épisode historique où, après une loi adoptée par le Congrès, qui s'appelle l'Indian Removal Act, c'était une loi qui autorisait les autorités administratives à déplacer les Indiens, justement pour permettre la colonisation. Et ils vont déplacer, si je me souviens bien, des Cheyennes depuis la Floride vers le Dakota. Mais d'un jour, comme ça, ils débarquent, allez, vous partez, prendre derrière, etc. À pied. La moitié des mecs sont morts en route. Et donc, ça s'appelle la marche des larmes, le sentier des larmes, parce qu'évidemment, ça a été une espèce d'opération, exactement comme ce qu'a fait Tito, tu te souviens, après la guerre civile, où il a fait marcher les Serbes comme ça pendant des mois et des mois, la marche blanche, la moitié des mecs sont morts en route. Mais, si tu veux, Hollywood a mis presque 20 ans à faire un film là-dessus. Parce que c'est quand même pas très digne comme histoire. Mais tout le reste, c'était quand même le héros victorieux, le cow-boy victorieux contre l'Indien méchant. Après le rouge, tu as eu le jaune. Bon, là, c'était facile, puisque tu avais les Japonais, les Chinois. Alors, c'était indistinct. Les jaunes, c'est des gens tous pareils, comme chacun sait. Et donc, si tu veux, ça commence par le docteur Fu Manchu, qui était joué par Christopher Lee, quand même. Bon, mais c'est pas grave, il était avec des moustaches, etc., avec des ongles longs. Et puis, c'était un être diabolique. Puis après, tu vas avoir les Japonais. Alors, les Japonais, c'est pareil, ils sont petits, tout ça, ils sont méchants. Bon. C'est vrai que la guerre a été effroyable. Mais, si tu veux, c'était, encore une fois, c'était du cinéma de propagande. Après les jaunes, tu as eu le problème des blancs. Alors, les blancs, c'était gênant parce que, si tu veux, pendant la guerre froide, tu ne pouvais pas faire la différence. Alors que les autres, tant qu'ils étaient colorisés, tu pouvais faire la différence. Donc, les blancs, ça va devenir la naissance du film d'espionnage. Et la naissance du film d'espionnage, c'est la base du théorie du complot. Ça veut dire qu'il y a un mec en face de toi, il n'est pas ce que tu crois qu'il est. Tu vois? Bon, puis après, ça va continuer. Si tu veux, j'arrête là. Mais c'est pour dire que cette mécanique-là, si tu veux, qui a été une construction de l'autre qui te veut du mal, est une construction qui est une originalité hollywoodienne. Il y a eu d'autres pays qui ont construit leur identité comme ça, mais celle-là était particulièrement frappante. Alors là, maintenant, on est plutôt dans le retour des Chinois. Mais ça, plus généralement dans la propagande de guerre, ce qu'il faut donc, c'est un ennemi. Puis tu t'es
aussi intéressé à cette question. C'est quoi un ennemi? À quoi ça sert cette façon de désigner un ennemi, d'avoir une espèce d'essentialisation morale d'un méchant contre lequel il faut se battre? Ben, si tu veux, je crois que depuis la naissance de l'humanité, effectivement, il y a toujours un autre quelque part. Il peut être à l'intérieur, guerre civile, il peut être à la frontière, il peut être lointain, etc. Donc, il y a une phrase de Desproges que je trouve très rigolote. Il dit l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous, alors qu'en fait l'ennemi c'est lui. Et c'est tout à fait la définition. C'est-à-dire, si tu dis, c'est l'autre qui me veut du mal. Donc, s'il me veut du mal, c'est qu'il est méchant, tu vois. Bon. Et donc, les processus de construction de l'ennemi sont très différents selon la nature du scénario. Je te dis, par exemple, si tu regardes l'histoire de l'Alsace-Lorraine avec la période 1870-1914, tous les historiens, tous les géographes, tous les juristes expliquaient que l'Alsace devait être française, alors qu'en fait, elle avait été allemande pendant longtemps. Mais c'est pas grave. C'était la construction de la vengeance, de la revanche, etc. Après la guerre les décolonisations, ce qui est intéressant, c'est que pendant le procès de Nuremberg, alors que je te dis, on juge les Allemands pour ce qu'ils ont fait, on va recoloniser. C'est-à-dire qu'on dit, mais c'est notre droit, puisque finalement, c'était des terres françaises, tu vois. Donc, le processus de construction de l'ennemi, il est évidemment la diabolisation, il va être évidemment la manière d'expliquer qu'il est le méchant, qu'il n'a aucun droit, etc., etc. Cela dit, quand j'avais écrit le bouquin sur la fabrication de l'ennemi, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on peut déconstruire l'ennemi? Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il n'y a qu'un seul exemple qui a vraiment marché de déconstruction de l'ennemi, c'est la réconciliation franco-allemande. La réconciliation franco-allemande qui paraissait pourtant la réconciliation la plus difficile à construire. On s'était fait 3 guerres. La dernière était encore assez présente dans les esprits. Et quand tu sais que quand De Gaulle invite Adenauer, alors De Gaulle, tu le connais son profil, mais Adenauer, il avait fait la guerre avec l'armée suédoise ou danoise, je ne sais pas. Donc, ils étaient deux types qui avaient connu les excès de la guerre. Quand De Gaulle invite Adenauer, il l'invite à colomber les 2 églises, parce qu'il dit, si j'invite à Paris, bonjour les manifestations. Mais ces 2 types, qui sont des hommes d'État, vont réussir à lancer le traité de l'Élysée. Et évidemment, ensuite, tu connais la suite. Bon. Mais ça veut dire que, si tu veux, il faut de la dimension d'un homme d'État pour faire ça. Alors que c'est tellement plus simple d'entretenir l'idée de la vengeance, de la revanche, tu vois. Oui, mais est-ce que le fait de désigner un ennemi, de s'inscrire dans un rapport, je dirais conflictuel et antagoniste avec un ennemi à abattre, est-ce que ça ne fait pas partie de l'essence même des nations? Je crois que tu as donné la réponse toi-même. Hein. Tu as donné la réponse toi-même. C'est-à-dire, effectivement, à quel moment est-ce qu'une nation se considère comme apaisée? Alors, tu as l'exemple des pays scandinaves, qui sont intéressants parce qu'effectivement, eux, pendant la guerre froide, si tu veux, s'étaient mis dans une position de repli, de neutralité. Et tu as vu qu'avec l'Ukraine, tu en as 2 ou 3 qui demandent à rallier l'OTAN. Donc, ça veut dire que quand on est dans un point d'équilibre stratégique où tu as l'impression que la menace de guerre disparaît, tu peux te mettre dans une position de neutralité. Mais quand effectivement le risque, tout à coup, s'accroît, le système des grandes alliances fait que tu vas rallier l'un ou l'autre des 2 côtés et que les alliances sont faites quand même en se prétendant défensives, évidemment, toujours, pour cibler quelqu'un ou une entité qui va être l'entité ennemie. Que les Russes puissent considérer, si tu veux, qu'il y a eu une menace occidentale avec tout ce qui s'est déplacé. Quand il y a le dégel du bloc de l'Est, donc tous les pays d'Europe centrale vont demander à la fois l'intégration dans l'Union européenne, l'intégration dans l'OTAN, etc. C'est-à-dire que tu vas avoir une frontière de sécurité qui était à l'Allemagne de l'Est, qui va reculer de plus de 2000 km, tu vois. Ça peut provoquer un choc pour les stratèges russes, tu vois. C'est-à-dire l'identité qu'il faut reconstruire complètement, ce qui va être les bases de ta sécurité. Bon. Et donc, on est sur quelque chose où les colloques sont faits pour ça, c'est-à-dire pour s'expliquer entre gens, en se prenant la tête, en disant, mais il n'y a pas d'intention agressive. Enfin, il reste tout ce qui se passe derrière chez toi, si tu veux. Hein. Par exemple, il y a un truc qui m'amuse beaucoup, par exemple, en ce moment. Tu sais que quand l'armée rouge arrive à Berlin, tout le monde parle du million de femmes allemandes violées. Alors, je me suis amusé à chercher combien il y avait de femmes russes qui avaient été violées, parce que je ne croyais pas au fait que la Wehrmacht était composée de gentlemen qui ne violaient pas les femmes. Bon, eux, les Russes estiment qu'il y a eu 10 millions de femmes qui ont été violées. Je ne sais pas quelle est la valeur des chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un cas, tu dis, mais regardez, vraiment, les Russes sont des sauvages. D'ailleurs, c'est des troupes asiatiques. Et que tu te dis, mais les autres, comment ils se sont comportés sur place? Tu vois? Donc, si tu ne fais pas, toi, en tant que ton travail d'historien, de dire, mais comment se construit l'identité de l'autre, tu ne fais pas ce travail. Tu adhères à une thèse, quoi. Tu dénonces aussi un élément qui est très fréquent dans la propagande occidentale, à savoir qu'il y aura une différence entre les démocraties et les dictatures quant à leur appétence à la guerre. Pourquoi? Non, moi, j'ai surtout insisté sur le processus de conviction, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'à un moment, on va décider que la violence est la seule solution?
C'est ça qui m'a intéressé. Et encore une fois, quand tu es dans une démocratie, pour justifier la violence, ça veut dire qu'il faut que tu justifies vis-à-vis de ton opinion publique que tu n'as que cette solution-là. Alors, tu as toute une variante, si tu veux, hein, parce que tu peux être j'envoie des soldats pour faire de l'interposition, j'envoie des soldats, mais pour à vocation humanitaire. Rappelle-toi la Somalie. Prodigieux, la Somalie. On apprend par les journaux et par les humanitaires qu'il y a des types qui pillent les convois humanitaires qui sont envoyés par l'ONU parce qu'il y a une famine en Somalie. Alors la Somalie, pareil, c'est un résultat de la colonisation, c'est-à-dire on a réuni au moment des indépendances africaines la Somalie anglaise et la Somalie italienne. C'est pas grave, ça c'est des Somalies, bref. Quand il y a ce scandale du pillage des convois humanitaires, effectivement, grand témoin international en disant mais enfin c'est scandaleux. Bon. Alors, moi, j'en avais parlé avec Broman, à l'époque, qui était patron de Médecins sans frontières. Il me dit, mais mes équipes sur place me disent que ceux qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas. Ils distribuent dans leur clan. Et donc, s'ils distribuent dans leur clan, ça veut dire que si on augmente la quantité, on devrait réduire la conflictualité. Et pendant qu'il essaye de plaider cette cause dans les organisations internationales, Kouchner, lui-même ancien humanitaire, devenu ministre, décide l'intervention. Tu vois comment on change de fonction selon l'argumentaire que tu vas développer. Dernière remarque, donc là, il y a coalition internationale, puisque c'est une cause noble. On va sauver des pauvres populations affamées. Alors, les Américains voient ça en grand hollywoodien, donc ils disent qu'il faut qu'on prenne le port de Mogadiscio pour qu'on puisse faire arriver de l'aide en quantité. Le port de Mogadiscio était tenu par un chef de guerre qui s'appelait Haïdid, qui n'avait pas du tout l'intention de se laisser déposséder du port de Mogadiscio. Donc, les Américains décident une opération commando pour le tuer dans son QG. Le gars avait l'expérience de la guerre, il abat 2 hélicoptères américains, 20 soldats tués. Les Américains quittent la Somalie sans même nous en avertir. Sans même nous en avertir. C'est-à-dire que tu te rends compte que l'écho de ces 20 morts américains aux États-Unis est suffisamment grave pour que, même dans une coalition, ils s'en retirent sans avertir les autres. C'est ce que les officiers français m'avaient raconté. Donc tu te rends compte que, tu vois, cette hubris guerrière qui nous a occupés dans la décennie 90, était parfois sans aucun fondement, si ce n'est le fait, comme le cow-boy, si tu veux, on avait 2 pistolets, donc on pouvait faire régner l'ordre. Est-ce que les intellectuels ont un véritable rôle à jouer quand il s'agit de vendre la guerre ou de l'empêcher? Bah, écoute, les intellectuels, c'est très difficile de qualifier le rôle joué par ces intellectuels parce qu'évidemment, il y a une espèce de fonction de conscience morale qui, grosso modo, commence avec Zola et l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire l'intellectuel et finalement la pensée qui sort du champ politique pour défendre des grands principes. Bon. Moi, je ne me suis pas intéressé, si tu veux, au grand débat intellectuel, au grand débat des intellectuels. Je me suis surtout intéressé aux postures des intellectuels par rapport à la situation de la guerre. Alors là, je travaille sur un sujet que je trouve extrêmement intéressant, qui est l'affaire Battisti. L'affaire Battisti, c'est donc un Italien, qui est un jeune délinquant qui, condamné à la prison, finalement, se radicalise à l'approche de militants d'extrême gauche. On est dans les années de plomb en Italie. Les années de plomb, c'est quand même grave. Hein. C'est des trucs dans lesquels il y avait du tir à balles réelles dans les manifestations. Les mecs, ils faisaient ce qu'on appelait des jambisations, c'est-à-dire qu'ils attaquaient des gens en leur tirant dans la jambe pour les paralyser. C'était des policiers, des juges, etc. etc. Donc, Battisti va participer un peu de ce mouvement de ces années de plomb et il va être mis en examen pour 4 meurtres, accompagné de son petit groupe qui s'appelait le groupe armé révolutionnaire, enfin bref. Mais lui se sauve, il se réfugie en France. Et très vite, il va réussir à mobiliser des intellectuels en expliquant, il écrit, il fait des romans policiers, etc. Je n'ai pas le nom de la personne qui a été la plus active, si tu veux, de la mobilisation, mais toujours est-il qu'il y a un mouvement d'intellectuels qui va commencer des pétitions sur le thème. Dans une époque où, rappelle-toi, c'était l'admiration pour les délinquants, genre Robin des Bois, tu vois, c'était l'affaire Nobel Peace, c'était l'affaire de Mesrine, etc. Ces intellectuels ont cette espèce de fascination pour l'ancien violent qui est devenu tout à coup écrivain, parce qu'il écrivait des romans. Et donc, tu vas avoir une campagne de pétition dans laquelle tu vas trouver tout le gratin du 5e, 6e, 7e arrondissement qui disent il faut le protéger. Alors, c'était l'époque de la doctrine Mitterrand, c'est-à-dire que Mitterrand avait dit, notamment pour contribuer à la paix en Italie, nous, on est prêt à les accueillir s'ils n'ont pas de sang sur les mains. Bon, tu penses ce que tu veux de cette décision, mais enfin, c'était la contribution que Mitterrand pensait le plus utile pour aider les Italiens à sortir de cette période qui a été particulièrement sanglante pour les Italiens. Je crois qu'il y a eu 380 morts et 2500 blessés, quelque chose dans ce genre-là. Je te chie des chiffres de tête. Donc, Battisti se trouve dans cette mouvance en France, et tu vas avoir des intellectuels qui vont le défendre, soit parce ils vont dire, mais on a donné notre parole, donc on ne peut plus l'extrader,
Tu vas avoir ceux qui vont dire, mais non, c'est un Robin des Bois, en fait, fondamentalement, regardez, il écrit, il va avoir une coalition d'écrivains de romans policiers, par exemple, qui s'appelle Le Poulpe, et il va prendre sa défense. Bon, bref, toujours est-il que Chirac, nouveau candidat, va décider, lui, moi, je l'extrade quand j'arrive au pouvoir. Donc, Battisti se barre, il part au Brésil. Au Brésil, il tombe sur l'époque Lula. Là aussi, même mouvement de solidarité d'intellectuels. Lula dit, moi, je n'extrade pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'argumentaire des juges, parce qu'il a été condamné par contumace en Italie à la prison à vie. Alors les juges brésiliens disent « Ah, nous, on ne peut pas condamner à la prison à vie. Donc si on vous le rend aux Italiens, à ce moment-là, vous réduisez sa peine à 30 ans, mais vous incluez les années de prison qu'il a passées au Brésil. » Tu vois, alors ça, c'est vraiment des débats de juristes, parce que pendant ce temps-là, si tu veux, les familles des victimes, ils gueulent évidemment. Bref, toujours est-il qu'il essaye de se sauver quand il sent que le vent tourne. C'est Bolsonaro qui va décider de l'extrader. Tu vois, donc comment les gentils deviennent les méchants et le méchant devient le gentil. Il va se barrer en Bolivie. Bon, finalement, je termine la chose très rapidement. Il est renvoyé en Italie. Mais arrivé en Italie devant le juge d'instruction, il va reconnaître qu'il a assassiné 2 personnes et qu'il a participé à l'assassinat des 2 autres. C'est-à-dire que tous les gens qu'il avait soutenus avec des pétitions en disant « mais il est innocent, la justice est mensongère, ils ont utilisé des preuves falsifiées », se trouvaient tout à coup mis à poil par la reconnaissance du personnage lui-même. Et il dit cette phrase terrible, il dit « certaines fois, je n'ai même pas eu à plaider ». C'est-à-dire les gens venaient le voir en lui disant « oui, on va signer la pétition », et il ne lui demandaient même pas s'il était coupable. Tu vois ? Donc voilà, c'est ce milieu des intellectuels, si tu veux, pour lequel je n'ai pas l'immense respect qu'il mérite. On a reçu Ronnie Broman il n'y a pas longtemps qui nous racontait qu'il avait été mis sur liste noire par certains médias. Est-ce que la censure existe et si oui, dans quelle proportion? Écoute, ça ne m'étonne pas que Ronnie Broman soit mis sur liste noire, hein, évidemment, puisqu'il ne joue pas le rôle du chevalier blanc que d'autres ont accepté d'assumer sur toutes les crises, quelles qu'elles soient. Bon. C'est un homme de terrain, c'est comme Chalian. La deuxième chose, l'idée de liste noire ne m'étonne pas. Moi-même, j'ai découvert que j'étais mis sur liste noire à BFM. Ça s'est passé de manière assez drôle parce que, en général, tu sais, ils t'appellent en disant « Est-ce que vous êtes libre demain ?» On fait un débat sur site. Et puis le jour même de l'interview, ils te disent « Ah bon, on a changé de sujet. » Donc une fois, tu laisses passer, deuxième fois, tu reviens. Et puis un beau jour, une fille m'appelle en disant « Est-ce que vous êtes libre demain? On va faire un débat sur. » Alors je dis « Écoutez, vous devriez vérifier parce que je pense que je suis blacklisté chez vous. » Le lendemain, elle me renvoie un mail en disant « Oui, je vous libère. » C'est joli comme formule. Alors, j'envoie un mail au patron de chaîne en disant, écoutez, voilà, j'ai donc appris que j'étais blacklisté chez vous. J'aimerais simplement connaître les raisons. Et le mec me dit, non, non, vous savez, les chaînes d'infos, il faut changer tout le temps, etc. Et on doit adapter en fonction de l'actualité. Je dis, écoutez, je mène 7-0, donc je peux penser qu'effectivement, je suis à peu près blacklisté. Donc, ce que Ronnie t'a dit ne m'étonne pas. Il y a aujourd'hui une espèce de censure qui, d'ailleurs, répond à des motivations qui peuvent être très différentes. Hein. Tu vois bien que sur Gaza, sur l'affaire de Gaza, tu as des positions qui sont extrêmement radicalisées. Soit tu vas avoir des gens qui estiment qu'Israël se défend et donc... Et d'autres, tu dis, mais d'autres qui vont prendre position, Gaza se défend. Donc, or, tu as des horreurs des deux côtés. Donc, si tu ne te mets pas dans une position où tu dis tu as un radicalisme contre un autre radicalisme, Netanyahou s'est toujours opposé dans des accords avec les Palestiniens, il faut quand même le penser. Et puis, de la même façon, si tu ne dis pas la totalité du champ politique, c'est-à-dire tu dis il y a des juifs radicaux qui colonisent la Cisjordanie, qui créent des colonies sauvages avec des routes protégées par l'armée, tu ne prends pas la totalité du problème. C'est-à-dire que tu as bien effectivement à Jérusalem, à Tel Aviv, enfin au gouvernement israélien, aujourd'hui un type qui joue la politique du pire. Donc, tu vois, après ça, tu prends ta décision comme tu veux, tu prends pour fait tes causes pour l'un ou pour l'autre, ou tu restes dans cette position où tu n'as pas le gentil et le méchant. Donc, effectivement, moi j'estime que c'est mon rôle, mais cela dit, bon, j'ai jamais été menacé de mort, donc je te rassure. Oui, mais on voit que ceux qui s'opposent à la guerre, une fois que ce mécanisme de propagande est en route et que l'ennemi a été désigné, sont presque traités en collabos. On les appelle parfois des Munichois. Historiquement, pendant la Première Guerre mondiale, on a mis des gens comme Bertrand Russell en prison parce qu'ils avaient refusé la guerre. Est-ce que tu penses que ça devient risqué de refuser la guerre aujourd'hui? Non, c'est pas risqué. Non, parce que les exemples que tu cites sont des moments où la guerre est sur le point de s'éclater. Et donc, même dans les démocraties, si tu refuses la guerre, tu risques d'être tué par tes propres compatriotes. Tu vas être considéré comme déserteur, comme traître, ce que tu veux, etc. Bon. Donc, c'est un exercice, c'est pas cette situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, tu peux avoir une position beaucoup plus modérée, beaucoup plus objective. Tu vas te retrouver affectivé sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui le café du commerce planétaire. Mais enfin, si tu veux, si c'est ton opinion et que tu m'estimes que c'est la position juste, et encore une fois, la guerre est un exercice dans lequel on ne connaît pas l'issue. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais qui va la gagner, la guerre. Quand je te dis l'armée afghane est la meilleure armée du monde, parce que tout le monde était convaincu que l'armée afghane, ce n'était pas un problème.
Simplement, ils n'avaient jamais analysé géopolitiquement ce qu'était l'Afghanistan. Tu sais, l'Afghanistan, c'est ce qu'on appelle une zone de confins, c'est-à-dire une zone dans laquelle se sont réfugiées toutes les populations qui étaient persécutées par les empires environnants. L'Empire indien, l'Empire perse, l'Empire russe, etc. Ça veut dire que chaque vallée est différente de la vallée à côté. Tu peux toujours prendre la capitale, tout le monde s'en fout. Donc les mecs, les militaires disent, voyez, chef, on a pris la capitale, c'est bon, c'est réglé. Non, c'est exactement le contraire, c'est le début des difficultés. Mais si tu n'as jamais mis les pieds en Afghanistan, tu ne peux pas savoir que c'est ça. Tu as une carte, avec, etc., avec un bec de lièvre, etc., tout ça. Mais tu te dis, mais les types, ils raisonnaient sur de la théorie. Donc la guerre n'est pas un exercice facile à gérer. Et tu remarques qu'aujourd'hui, pour conclure, c'est les talibans qui reviennent. Ah bah, justement, comme c'est pas facile à gérer, est-ce que tu penses que les peuples, peuvent s'opposer, aux volontés bellicistes des dirigeants? On se rappelle du rôle très important qu'ont joué les révoltes contre la guerre du Vietnam. Oui, Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, c'est encore possible de mener de telles actions anti-guerre? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais effectivement, on s'aperçoit que quand même, les grandes manifestations contre la guerre du Vietnam étaient des manifestations au-delà, après un certain délai, si tu veux, à la fois historique et sociologique. C'est-à-dire, 54, les Français s'en vont, mais les Américains vont très vite essayer de prendre le relais. Et puis, au fur et à mesure, ça va monter en puissance. Il va y avoir l'incident du Pueblo, etc. Et donc, tu vas avoir un engagement de plus en plus important de l'armée américaine dans la guerre. Bon. Mais c'est à partir du moment où tu fais appel à des réservistes, où tu fais appel à des contingents d'appelés, que le corps social réagit. Parce qu'il considère que ce n'est plus les militaires de métier qu'on sollicite, c'est leurs enfants. Et donc les grandes manifestations, c'est autour de ça que ça joue. C'est comme la guerre d'Algérie. Si tu veux, la guerre du Vietnam, d'Indochine, par contre, nous, on s'était passé comme ça à distance. C'était l'armée de métier. Mais par contre, avec l'Algérie, il y a l'appel du contingent. Et tout de suite, tu vas avoir des mouvements de résistance parce qu'encore une fois, les gens se disent, mais quelle est la légitimité de cette guerre? Oui, ce genre de manifestation est absolument possible aujourd'hui. Et encore une fois, on n'est pas dans une guerre violente. D'abord, ça ne s'appelle pas guerre, tu as vu? Ça s'appelle opération militaire spéciale. Et en dépit, de toute cette propagande de guerre, est-ce que tu penses qu'une guerre juste, ça existe? C'est une excellente question parce que, si tu veux, les néoconservateurs, dans la décennie 90, donc à l'époque où la suprématie américaine n'était pas contestée, se sont sentis investis, si tu veux, d'une fonction police de la planète, ce que je te disais tout à l'heure. Et alors, ils ont inventé le concept de guerre juste. Alors, ils l'ont habillé de l'idée de guerre préventive, c'est-à-dire on fait la guerre pour empêcher la guerre. C'est habile comme construction, tu vois. Ouais. Et l'idée de guerre juste, évidemment, c'est pas ça. La guerre juste, c'est effectivement, en tout cas pour les philosophes du XVIIIe siècle, c'était la guerre de résistance, c'était la guerre pour s'opposer à l'envahisseur. Non, là, tu t'aperçois que, par exemple, le choc du 11 septembre pour les Américains est d'autant plus fort que c'est un pays qui n'a jamais connu la guerre sur son territoire. Et donc, tu vas avoir tout à coup les tours qui s'écroulent en mondovision, les avions qui se jettent dessus, les 3000 morts, etc. Donc, tu t'aperçois qu'à ce moment-là, un choc traumatique dans une société va déclencher ce besoin de vengeance. Il y a un journaliste de CNN qui a fait du radio-trottoir avec une question qui était maintenant, après l'Afghanistan, qui faut-il attaquer? Personne ne pose la question pourquoi vous voulez attaquer qui que ce soit. Mais par contre, les gens répondent. Alors, il y a celui qui dit la France, l'Afghanistan, la Russie, la Chine, enfin bref. Tout. Pourquoi? Parce que, si tu veux, c'était le besoin de vengeance qui a l'emporté sur tout le reste. In terms of the war on terror, who do you think should be the next country to invade? Saudi Arabia. Somebody in the Middle East. We'll make a big glass crater out of the fucking Middle East, for all I care. Et alors, le type était particulièrement pervers parce qu'il avait une carte du monde fausse. C'est-à-dire, quand les gens disaient qu'il faudrait attaquer la Chine, il disait est-ce que vous pouvez me le montrer sur la carte? Or, il avait mis la Chine à la place de l'Australie. Donc, les gens cherchaient, ils disaient tiens, oui, la Chine, là, je ne pensais pas. All right, so you want to put a number one in Iran there? South. Where are we? Oh. Yeah. I'm thinking that. Okay. Tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faisait que traduire ce besoin de vengeance que le traumatisme crée. Donc voilà, ce n'est pas pour les Américains en particulier, c'est pour montrer que toutes les populations réagissent comme ça. Et ce besoin de vengeance, tu te dis, mais attendez, je comprends que vous soyez choqués, mais on ne va pas s'interroger sur le pourquoi de la chose. On va s'interroger sur la nécessité de répliquer. Et tu sais que quand Bush fait son discours de janvier 2002, le premier discours sur l'état de l'Union après les attentats, il va désigner l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Il ne va pas désigner l'Arabie saoudite. Or, il y avait 15 Saoudiens sur 19. Et donc, la suite, tu la connais, c'est-à-dire que tu t'aperçois que la perversion,
le biais par lequel le politique va récupérer cette colère populaire, c'est là que joue, si tu veux, le complexe militaro-intellectuel, les néoconservateurs, les néo-évangéliques américains, par exemple. Tu sais que pour justifier la guerre d'Irak, donc indépendamment des néoconservateurs qui, eux, pensaient que la destruction de l'Irak était un des moyens de stabiliser le Moyen-Orient, les néo-évangéliques disent oui, 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 il faut absolument détruire l'Irak parce que dans la Bible, il est dit que le retour du Messie est conditionné par la constitution du Grand Israël. Après le retour du Grand Israël, le Messie doit revenir. Bon. Donc l'argument est totalement théologique. Hein, c'est pas... Alors, effectivement, ils vont d'ailleurs accompagner les troupes américaines, les néo-évangéliques, pour essayer de christianiser l'Irak. Et donc, tu te dis, si tu n'étudies pas les racines de cette décision, qui te paraît complètement aberrante, puisque tu connais le résultat désastreux que ça a eu, tu as des forces intérieures qui résonnent sur des plans qui ne sont plus celui du juste et du bon, qui sont dans une gamme intellectuelle incroyablement différente. Et tu l'as avec les islamistes, tu l'as avec les bouddhistes. Et avec les bouddhistes, au Myanmar, ils massacrent des musulmans. Il se trouve que les pauvres musulmans, c'est les Rohingyas. Les pauvres types, ça avait été importé par les Anglais pendant la colonisation. Mais quand la Birmanie se déclare indépendante, ils disent « Oh non, les Rohingyas, ce n'est pas des gens de chez nous, ils en font des apatrides. » Donc tu vois que les motivations de la guerre peuvent être à la fois internes et sur des bases que tu ne t'attends pas à trouver. Mais ça crée cette coalition d'intérêts qui fait que la violence est légitime. Qu'est-ce que tu penses du rôle joué par le droit international? Parce que les violations du droit sont souvent invoquées dans les arguments de la propagande pour accréditer la justification de la guerre. Mais est-ce que c'est vraiment un outil neutre, ce droit international? Écoute, c'est vrai que pendant longtemps, il n'y avait pas de droit de la guerre. Le viol des femmes, le pillage, le butin, l'extermination des populations, si tu veux, n'étaient pas passibles d'une justice supranationale. Bon. Première étape, c'est la guerre de 14. Pourquoi? Parce qu'il y a l'utilisation des gaz. Donc, on va faire les premières conventions, si tu veux, pour interdire certains types d'armes. Bon. Mais enfin, il reste que la guerre continue à être une espèce de légitimation du plus fort sur le plus faible. Deuxième étape, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les procès des responsables de ceux qui ont déclenché les guerres. Donc, procès de Nuremberg, procès de Tokyo, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première fois, par exemple, qu'on va commencer à pénaliser le viol des femmes, c'est la Yougoslavie. Ça veut dire que d'avant, il y avait eu des millions de viols. On parlait de l'exemple de Berlin ou de l'exemple de la Wehrmacht en Russie, mais c'était considéré comme dommages collatéraux de la guerre. Ce n'était pas considéré comme des crimes de guerre. Donc, si tu veux, ce droit s'est construit progressivement. Et il s'est construit progressivement face à l'horreur de certaines pratiques qu'il a fallu effectivement pénaliser. Et donc, on a créé le tribunal pénal international. On a d'abord créé des cours spécialisées, qui étaient celles sur la Yougoslavie, celles sur le Rwanda, etc. Mais on a essayé de chapeauter tout ça avec une cour pénale internationale, qui aurait une espèce de compétence universelle, si tu veux. Bon. Mais tu as aujourd'hui des gens, justement, dans le complexe militaro-intellectuel qui disent « mais il faut faire passer Poutine devant la cour pénale internationale ». Et quand tu leur dis « mais attendez, il n'y a pas George Bush dans la salle d'attente, parce que lui, il a fait 1 million de morts en Irak, donc je m'attendais. » Ah non, 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 c'est pas pareil. Tu vois comment le droit international, c'est pas encore la justice. De même que je te citais l'exemple des guerres de décolonisation, même si on y a pratiqué certaines horreurs qu'avaient pratiquées les nazis, c'est pas pour ça qu'on était passible d'une cour pénale. Donc, si tu veux, ce droit est un droit en construction. De toute façon, c'est un exemple qu'il faut absolument pousser, continuer, etc. Mais quand tu te heurtes à des gens qui vont encore une fois considérer que de toute façon, ils sont le bien. S'ils ont le bien, ils ne peuvent pas faire de mal. Et donc, ils ne sont pas passibles d'une justice, tu vois. Et dans ce contexte, on reproche aussi au droit humanitaire parfois d'être un droit d'ingérence déguisé. C'est quoi ta vision? Oui, c'est un droit d'ingérence, puisque effectivement, les humanitaires ont toujours considéré que, justement, à cause de cette absence du droit international, eux, ce qui les intéressait, c'était d'aider les victimes. Encore une fois, victimes civiles, évidemment. Ils insistaient toujours sur le fait qu'ils ne voulaient pas de participation militaire de leur propre pays, parce qu'ils estimaient que leur garantie de sécurité, c'était de pouvoir montrer qu'ils soignaient tout le monde, qu'ils soignaient les blessés, les victimes d'un côté et de l'autre. Bon. Ce qui va changer ça, alors pendant longtemps, si tu veux, le droit humanitaire, évidemment, réclamait la possibilité d'une espèce de sécurité dans des crises où il n'était pas obligatoirement acteur, même il n'était pas du tout, il n'était que humanitaire. La chose va changer justement avec la Somalie, parce qu'avec la Somalie, tu vas avoir plein d'États qui vont dire « mais non, 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 on va aider les humanitaires ». Mais ils ne le demandaient pas.
Ils ne le demandaient pas. Par contre, l'idée que de déclencher du militaire pour des raisons qui n'ont rien de stratégique, on n'avait aucun enjeu stratégique en Somalie, si tu veux, la cause humanitaire passait suffisamment séduisante pour qu'encore une fois, un Kouchner, ancien humanitaire, décide qu'il fallait militariser. Bon. Depuis, les humanitaires continuent à dire qu'ils ne veulent pas être associés à des militaires. Mais ce n'est pas évident, hein. Il y a beaucoup d'ONG qui sont interdites en Russie, qui sont interdites en Crimée, qui sont interdites à Gaza, etc., etc. Tu as vu le nombre d'humanitaires qui ont été tués pendant les bombardements à Gaza? Il n'y a plus cette espèce de souci de protéger. Encore une fois, c'est une démocratie qui les tue. Hein. Ce n'est pas les Gazaouis, c'est Israël. Donc, je ne sais pas, il faudrait en reparler avec des humanitaires. Moi, je ne suis pas ça de très très près, mais c'est vrai qu'un type comme Roman est un remarquable observateur de tout ça. Sur la scène internationale, les États sont réputés être souverains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instance supranationale, il n'y a pas de police qui va pouvoir réguler les relations entre États. Mais d'ailleurs, si vous voulez que ça arrive, il faudrait créer un espèce de gouvernement mondial assez fou. Mais est-ce que finalement, la seule règle qui va s'appliquer dans ce cas, ce n'est pas celle des rapports de force? D'abord, le droit international contient deux principes contradictoires, hein, quand même. Là, évidemment, la souveraineté des États, le respect de l'intégrité territoriale, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, né évidemment des guerres de décolonisation. Va concilier ces deux principes. Quand tu as effectivement des Russes de l'Est de l'Ukraine qui demandent le droit de sécession pour se rattacher à la Russie, et tu vas leur dire non, respect de l'intégrité territoriale d'un État. Même pareil, tu as beaucoup de pays en Afrique, si tu veux, dans lesquels l'OUA, par exemple, dans sa création, l'Organisation de l'Unité africaine, décide intangibilité des frontières. Tu parles comme l'intangibilité des frontières, à supposer qu'elle soit réelle. Tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui sont aujourd'hui dans une situation de crise parce que, justement, il n'y avait aucun respect des populations qui composent ce pays. Bon. Nous, on a eu une fois, je ne sais pas si je te l'ai raconté, on a eu une fois au ministère de la Défense une question d'un ministre de la Défense qui devait vouloir être l'espèce de penseur qui nous avait dit bon, comment peut-on résoudre la crise tchadienne? Bon. Alors, on avait transformé la question en disant pourquoi depuis 20 ans nous ne cessons de résoudre la crise tchadienne? Pour une raison assez simple, c'est que si tu veux, le Tchad, c'est les découpages de l'Afrique francophone, c'est des bandes nord-sud. Hein, tu vas Mali, Niger, etc., etc. Pourquoi ce découpage nord-sud? Pour des raisons de commodité, des frontières rectilignes, etc. Mais le problème, c'est qu'on réunit dans un même État des réservoirs esclaves, des royaumes esclavagistes et des trafiquants d'esclaves. Tu ne crées pas une identité nationale facile comme ça. Hein. Tu t'aperçois au Mali que ce sont effectivement des Bédouins qui descendent sur Bamako. Tu t'aperçois au Tchad que c'est régulièrement les Toubous qui prennent le pouvoir quand ce n'est pas les Sahara qui l'occupent, etc., etc. Donc, tu as créé des dynamiques instables par nature, parce qu'encore une fois, ça s'est fait sur une table de négociation internationale où il y avait un mec qui avait une grande règle, un autre un crayon rouge, et puis on s'est dit c'est pour le bien des populations. Tu vois. Donc, si tu ne repars pas de l'incompatibilité de ces deux principes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le respect de l'intégrité, c'est un arbitrage des opposants impossible à concilier. Donc, tu peux toujours dire les principes. Oui, c'est l'avantage, c'est que comme ils sont contradictoires, tu peux utiliser celui que tu veux. Et dans ce cas, comme on voit que les rapports de force vont être assez prégnants, qu'est-ce qui fait qu'un État est plus puissant qu'un autre en termes de rapports de force? C'est quoi? C'est son armée? C'est son PIB? C'est son soft power? C'est vrai que c'est une question qu'on a longtemps considérée à travers la taille des armées. Bon, je te citais l'exemple, la classification régulière, première armée du monde, deuxième armée du monde, etc. Mais en fait, une armée est conçue pour un certain type de scénario de guerre. Personne ne sait faire la guerre en Afghanistan sauf les Afghans. Bon. Et donc, quand tu fonctionnes sur une entité territoriale, effectivement, tu as la question du respect des frontières, des rapports avec les autres, le rôle que va jouer ton armée, etc. etc. Mais la puissance, c'est un espèce de mélange, enfin, ou en tout cas, ça peut être des catégories complètement différentes. Ça peut être la puissance comme ce qu'ont eu les Américains dans certaines des crises de la guerre froide. Ça peut être la valeur morale, c'est le rôle qu'ont joué un certain nombre d'États neutres, si tu veux, dans des règlements de crise. Ça peut être effectivement l'importance de la diaspora à l'étranger. Donc, la puissance, c'est un mélange de tout ça. Et puis, évidemment, ça suppose que tu cibles l'autre. C'est-à-dire, tu vas exercer ta puissance, pas dans l'absolu, tu vas l'exercer contre un autre. Bon, tu t'aperçois que chacun raisonne dans une espèce de gamme complètement différente.
Nous, on était convaincus en Indochine qu'évidemment l'armée française allait l'emporter facilement. Les Américains, ils étaient encore plus convaincus. Tu te rappelles qu'il y a une dynamique de la guerre qui fait que finalement, quand ils n'y arrivent pas au Sud-Vietnam, ils vont commencer à bombarder le Nord-Vietnam. Et ils vont bombarder le Nord-Vietnam alors que le Nord-Vietnam n'est officiellement pas en guerre. Et puis ensuite, comme ça ne marche toujours pas sur le Nord-Vietnam, ils vont décider de bombarder les digues du fleuve Jaune, c'est-à-dire qu'ils vont risquer des inondations collectives. Et c'est la réaction de l'opinion américaine qui va finalement arrêter ça. C'est-à-dire que tu t'aperçois que les tenants de la guerre, qui peuvent être souvent des militaires, qui pensent qu'il faut aller plus loin, sont arrêtés par l'opinion publique. Mais est-ce que, si tu veux, tu vas avoir en Russie une opinion publique qui va arrêter Poutine? Encore faudrait-il qu'il ait la liberté de s'exprimer, quoi. C'est pas du tout évident, hein. Il y a un concept sur lequel il faut s'arrêter 2 minutes. Donc, tu te souviens qu'après le 11 septembre, Bush décide la guerre globale contre le terrorisme. Mais le terrorisme, on a beau répéter que c'est un moyen d'action, que ce n'est pas un ennemi, il n'empêche que la thématique a eu un succès fantastique. Tout le monde mobilisé contre le terrorisme. Bon. Mais rappelle-toi que les Allemands, ils considéraient les résidents français comme des terroristes pendant l'occupation. Mais enfin, bon, c'est pas grave, on laisse tomber ça. Alors, il y a un cas qui est très intéressant, qui est celui des Ouïghours en Chine. Parce que là, tu as un régime dictatorial, les Ouïghours, les pauvres, ils réclament leur indépendance. Et donc, c'est gentil. Bon, le problème, c'est qu'ils ont fait un attentat sur la place Tiananmen avec une voiture piégée. Alors tu dis, mais attendez, ça, c'est du bon terrorisme ou c'est du mauvais terrorisme? Ah, attendez, confondez pas tout. Tu vois ce que je veux dire? On est capable de se mobiliser sur des thématiques pour des raisons, comment dire, de volontaire myopie, à partir du moment où ça nous laisse ce droit de police de la planète, sans se demander si c'est justifié ou si ce n'est pas justifié. Donc, aujourd'hui, on n'est toujours pas sorti de cette guerre globale contre le terrorisme. Et encore une fois, on va soutenir des terroristes si on pense que leur crise est juste, et puis on va condamner les autres si on pense qu'elle n'est pas juste. Regarde le cas aujourd'hui en Israël. Ce n'est pas parce que c'est une armée qui bombarde. Je ne connais pas de bombe qui fasse la différence entre un civil, un enfant et un combattant. Alors, si toi, tu la poses au sol, tu es un terroriste, et si tu la poses dans un avion, tu n'es pas un terroriste. Tu vois, ça fait un peu caricatural, quoi. À propos d'armes, depuis le XXe siècle, on assiste à une course à l'armement de plus en plus importante, où le Graal semble être devenu l'arme nucléaire. Récemment, avec la Russie, on a bien vu la menace de ce type d'arme. Est-ce que tu penses qu'une guerre nucléaire arrivera un jour? C'est très difficile de dire si ça va se passer un jour, mais le nucléaire change tout à coup la nature de la guerre. C'est-à-dire, effectivement, l'utilisation de l'arme nucléaire, donc en 1945 par les Américains, est la suite logique de la guerre conventionnelle, hein. C'est-à-dire que les Américains avaient perdu beaucoup d'hommes à la bataille d'Iwo Jima pour pouvoir construire des bases où leur B-52 pouvait ensuite, pas leur B-52, leur B-28 pouvait aller bombarder Tokyo. Bon. Mais ils ont perdu tellement de monde qu'ils se disent, si jamais on doit débarquer, on risque de perdre 1 million de soldats. Et donc, ils ont cette opportunité d'utiliser l'arme nucléaire et ils vont effectivement l'utiliser sur Hiroshima puis Nagasaki. Ce qui est intéressant, c'est que Hiroshima, il y avait une espèce de point industriel de l'armement. À Nagasaki, c'était une ville qui était absolument sans aucun intérêt stratégique. Mais l'idée, c'est de frapper l'opinion et donc, effectivement, l'empereur va demander l'armistice. Donc, si tu veux, le monde de l'après-guerre va raisonner avec l'idée que, de toute façon, on détient dorénavant les capacités de destruction mutuelle assurées. Cet équilibre étant assuré progressivement quand les autres vont aussi se doter de l'arme nucléaire. Et comme on sait que chacun des deux peut détruire l'autre absolument, si tu veux, ça va jouer le rôle de stabilisation, paradoxalement. C'est-à-dire, là où on pensait que ça devait entretenir la course aux armements, au contraire, ça va empêcher le scénario majeur. Ce qui n'empêche qu'on va se faire des guerres par proxy, hein, on va se faire des guerres indirectement, on va continuer la course aux armements. Si ceux-là, ils ont ça, moi, il faut que j'ai ça, etc. etc. La position de la France, tu la connais. De Gaulle dit, moi, la France ne délèguera jamais la décision finale de sa sécurité. Parce qu'on a le passé français, on sait ce que ça a été que la guerre, on sait ce que ça a été l'occupation. Et De Gaulle est un homme de cette génération-là. Donc, lui, son argumentaire, c'est « je m'en fous ce que les autres pensent ». La France aura son arme. Mais tu t'aperçois qu'au bout du compte, même si on fait des traités de non-prolifération pour empêcher d'autres d'avoir l'arme, tu vas avoir des pays non signataires qui vont se doter de l'arme. Israël a aujourd'hui l'arme nucléaire. Donc, la Corée du Nord, aujourd'hui, a aussi l'arme nucléaire. Donc, ce n'est pas l'arme nucléaire qui va... ça constitue, à la limite, si tu veux, un scénario de la sécurité absolue. C'est-à-dire que si tu utilises l'arme nucléaire, tu seras détruit aussi. Bon. Ce qui n'empêche pas la course aux armements, hein, pour qu'on ait effectivement le meilleur avion furtif associé au meilleur sous-marin furtif, associé à tout ce que tu veux. Mais
n'oublie pas quand même que quand tout à coup, en 91, disparaît l'URSS, on pense engranger les dividendes de la paix. C'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on réduit les armées, on supprime le service militaire, on réduit les programmes d'armement. Or, aujourd'hui, tu t'aperçois que pour relancer les chaînes, c'est devenu pas si simple que ça, quoi. Ce qui pousse à s'inquiéter aussi, c'est le niveau accablant de la diplomatie. On a l'impression que les gouvernements ne cherchent qu'une chose, moraliser les débats, porter le conflit sur le terrain des valeurs, qu'on ne citera jamais d'ailleurs, et faire passer, je dirais, cette notion très abstraite de valeur avant la vie des gens. Qu'est-ce que tu penses dans ce contexte de la diplomatie européenne? Je ne sais pas s'il y a une diplomatie européenne, puisqu'évidemment, elle n'est pas associée à une puissance militaire. Donc, tu ne peux être que sur le terrain des valeurs. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, si tu veux, c'est la reconstruction intellectuelle d'une donnée historique. Quand on fait les accords de Munich, les Français et Anglais vont donner à Hitler le droit de s'approprier les Sudètes. Bon, et on revient, Chamberlain rentrant à Londres disant j'ai sauvé la paix pour 20 ans. Bon. On n'associe pas les Russes. Bon, tu connais la suite de l'histoire, Hitler va s'étendre un peu dans toute la Tchécoslovaquie. Mais les Russes, ils se disent, en gros, ils ont donné mandat à Hitler de s'étendre vers l'Est. Il avait d'ailleurs toujours dit que son intention serait vers l'Est. Quand les Russes vont faire la même chose, c'est-à-dire vont faire le traité germano-soviétique, ils sont au moins dans la même position qu'Hitler, c'est-à-dire ce sont tous les deux des puissances qui ont l'intention de se préparer à la guerre. Donc, l'argumentaire des Russes, c'est de dire, mais attendez, vous avez laissé les mains libres à Hitler vers l'Est, et nous, on a pris nos mesures de précaution pour se protéger sur la guerre qui va venir. Tu vois comment finalement, dans un même épisode aujourd'hui, quand on parle des Munichois, on ne prend pas cette dimension en compte. On ne dit pas que les négociations de Munich étaient faites en partie pour transporter la guerre vers l'autre, parce qu'il y avait cet autre depuis 1917. Donc, on n'est pas dans ces scénarios-là où aujourd'hui on envisage la résolution des conflits dans l'absolu. La diplomatie européenne fait ce qu'elle peut, mais encore une fois, elle n'a pas le moyen militaire de faire appliquer ces règles. Et on se trouve confronté avec la crise en Ukraine, aux limites de ce qu'on avait décidé dans les années 90, c'est-à-dire il faut relancer les chaînes de production, il faut relancer les programmes d'armement, etc., etc. Est-ce qu'on y est prêt? Je ne suis pas sûr. On a aussi un peu l'impression que dans les discours, il y a un recours de plus en plus décomplexé au mensonge, qui va de pair avec un sentiment d'impunité. Le mensonge est simplement une vérité déguisée, hein, si tu veux. C'est-à-dire tu ne peux pas accuser plus les uns que les autres. Là, je pensais par exemple après la destruction de la Libye. Le pays est dans la deuxième phase de la guerre civile et Bernard-Henri Lévy, qui est à l'origine de cette destruction de ce régime, dit « tant mieux si j'y suis pour quelque chose ». Donc tu te dis « mais attends, c'est un intellectuel Tefal ». C'est-à-dire le mec, il a dit le contraire il y a 6 mois, il dit « maintenant ça comme ça, mais c'est pas grave, aucune critique n'accroche. Tu peux lui dire ce que tu veux, c'est pas grave, il va exactement dire qu'il avait raison, quoi qu'il advienne ». Ça, c'est grave. C'est-à-dire si tu n'as pas effectivement un interlocuteur qui lui dit « mais arrêtez de raconter des conneries », alors tu te poses une question, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la puissance médiatique d'un BHL? Il y en avait un autre aussi que j'aimais beaucoup, c'était Alexandre Adler, malheureusement disparu. Lui, c'était une autre version. C'était pas le genre j'ai toujours raison, c'était un conteur. Il commençait à parler, tu étais fasciné. Tu l'écoutais jusqu'au bout, mais vraiment bon. Première réunion qu'on fait à la délégation des affaires stratégiques quand on venait de créer la structure, on le trouve dans les murs. On fait une réunion sur la Turquie et puis il commence à parler, la Turquie, Atatürk, machin, etc. Formidable, fascinant. Et dans son propos, il cite 2 instructions du KGB datées, etc. Donc je me tourne vers le type de la DGSE, je lui dis tiens, c'est intéressant, c'est toi qui vous les avez, ces instructions? Le type me dit calmement non, non, il invente. D'un seul coup, si tu veux, tu te retrouves face à un exercice que tu n'attends pas. Tu dis mais attendez, la règle du jeu, c'est d'être honnête. Non. Je te dis, pour BHL, c'est pareil. Vous n'allez pas me reprocher d'avoir provoqué la guerre en Libye. C'était pour le plus grand bien des Libyens. Et quand il est retourné, d'ailleurs, il a été entarté, tu avais remarqué? Il faut croire qu'il y a des Libyens de mauvaise foi, hein, quand même. Ça pose une vraie question aussi sur ce qu'est l'expert, quels sont les experts qu'on invite dans les chaînes d'infos et comment tout ça se passe, non? Bien sûr, oui. Bien sûr, parce que si tu veux, le centre de décision s'est déplacé. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est sur les plateaux télé qu'on va interpeller le pouvoir politique. Et selon l'audience de la chaîne d'infos, tu vas avoir une capacité plus ou moins forte à interpeller ce pouvoir politique. Donc oui, effectivement. Alors,
Comme je te dis, il y a quatre chaînes d'infos en continu, que si tu fais un plateau, il te faut 4 personnes, que tu ne peux pas faire un plateau toute la journée, donc tu fais 2-3 plateaux, ça te fait 3 fois 4, 12, plus 4 chaînes, 48, tu vois, très vite, tu arrives à racler les fonds de tiroir. Donc après, tu vas mettre un expert de ci, un expert de ça, mais encore une fois, ça ne donne pas plus de légitimité, mais au contraire même, parce que souvent, ces experts parlent de la théorie à distance, si tu veux, en disant, ou alors est resté sur les principes moraux. Les principes moraux, l'avantage, c'est que tu peux les argumenter comme tu veux, quoi. Ben, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Alors, je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? C'est une question extrêmement difficile. Moi, si tu veux, vis-à-vis des générations qui me suivent, j'ai l'impression, si tu veux, que le processus de fabrication de nos élites en France est un système qui a atteint ses limites. Bon, je te le fais en bref. Quand tu sors du système universitaire, que tu as fait classe prépa, Normal Sup, Sciences Po, ENA, Grand Corps, cabinet, tu as des élites qui n'ont jamais vécu la planète, qui n'ont jamais vu la planète, qui connaissent même déjà difficilement la France, mais alors là, par contre, on va leur demander de gérer le monde, si tu veux. Bon. Je te prends un exemple, et ce n'est pas seulement vrai en France, mais George Bush, qui était quand même le fils, hein, qui a été l'homme le plus puissant de la planète, qui va déclencher la guerre en Irak, était allé une fois au Mexique quand il était étudiant. Tu peux le répéter doucement. Ça veut dire que ce type n'avait strictement aucune expérience. Je te citais l'exemple de Brenner qui vont nommer en Irak. Pareil, le type ne s'était jamais demandé quelles étaient les originalités. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, une fois, j'ai proposé, si tu veux, qu'à la fin de toutes les grandes écoles dans le système français, qui est celui de la fabrication des élites, les mecs aient une année sabbatique. On leur dit, bon, vous faites ce que vous voulez, vous faites de l'humanitaire, vous traversez la planète, vous allez servir brancardier à Lourdes, ce que vous voulez. Mais, nom de Dieu, arrêtez la formation strictement universitaire, strictement académique. Le monde n'est pas ce qu'on vous en raconte, il y a aussi ce que vous en découvrez. Je t'ai cité l'exemple de l'Afghanistan. Bon, donc ça, si tu veux, c'est une carence extraordinaire de notre système de formation de nos élites. Je ne sais pas si on arrivera à le réformer, je ne crois pas. Hein. L'idée qu'on ne puisse pas tout de suite exercer le pouvoir, ce n'est pas possible, tu comprends. On a été sélectionné pour ça.